Et salut à tous et bienvenue dans une nouvelle émission qui commence avec quelques problèmes techniques. Sylvain Oh, si est en peu. PLS, Sylvain Si peu, si peu. stresse. Ah, il y a l'écran de mon ordinateur. Ah, Ah, c'est dégueulasse, ça va gueuler. Et il y a Fimat qui donne des bitcoins Et- en plus à ce moment-là. Et c'est très sympa, et on a un nouvel abonnement de Fimat, c'est ça. Non, c'est Fimat qui a offert un abonnement à Nibal. D'accord. Parce que maintenant, Ok. les gens sur Twitch peuvent offrir des abonnements. Et du coup là on remercie qui? Les En deux. fait, tu remercies Fimat parce que c'est Fimat qui a Ouais, fait, c'est qui a fait Fimat chauffer la qui a- carte bleue. Et Merci tu dis à Fimat. Nibal, Merci tant à mieux pour toi. toi. Nibal, tu es désormais abonné grâce à Fimat. Nibal, tu as gagné au Voilà. gros lot. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission donc d'Acropolis. On se retrouve aujourd'hui 18 septembre pour commenter les questions au gouvernement. Salut Jean. Salut François, ça va? Bien et toi? Merci de m'accueillir dans ton émission. Eh bien écoute, c'est avec grand plaisir. Alors faut qu'on le dise maintenant je pense, hein. Tu vas devoir nous quitter au milieu de l'émission. Absolument, j'ai un rendez-vous de type médical. Voilà, donc du coup suite aux annonces ce matin. ne vous inquiétez pas, il reviendra dans les prochaines émissions, il n'est pas parti tout de suite, la transition va continuer à se faire doucement. Mais aujourd'hui, Suite aux annonces du gouvernement sur la réforme du système de santé ce matin, je vais rencontrer un professionnel libéral en ville, n'est-ce pas? c'est une bonne chose, c'est une bonne Absolument. chose. C'est une bonne chose. Oula, beaucoup de subs d'un coup. C'est oui. bien ça? Oula, alors Vélania qui a offert beaucoup de subs. Vélania Merci, qui a offert Vélania. Oh là là, qui a Oh offert là, ah des oui, subs il y à en a- tout le monde. Il y en a quoi? Il y en a 6 là, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 5 subs. Mais Mais t'es un ouf. on entend des bides dans tous les Eh sens. ben merci beaucoup Vélania du coup et bienvenue à Jean-Sébastien Bach, l'Auvergnat Relou, The Tavman, Pur Paderp et JD JD. premier qui vient de s'afficher. Putain, les gens hyper généreux. Beaucoup de subs, c'est super sympa. C'est super sympa. Incroyable. Voilà, donc bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous êtes combien? Alors où est-ce qu'on tu m'as dit la dernière fois où est-ce qu'on le voit? Ah, ça faut avoir l'œil, ça, c'est- 57 viewers, c'est Faut ça? avoir l'œil du streamer. Ouais, et puis ça bip, donc du coup ça se voit pas très bien. Euh, Donc du coup on va pouvoir commenter les questions au gouvernement cette semaine. Dis-moi. Ah non. Ah non, À vas-y. l'Assemblée nationale, faut préciser. À parce qu'il l'Assemblée y a aussi nationale. au Sénat. Effectivement, à l'Assemblée nationale. Celle du Sénat, pas encore, un jour peut-être. Inch'Allah. 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 Incha Benalla même. Incha Benalla. Et effectivement, alors c'est une question qui nous a été posée là, la première question du stream. Est-ce que on allait commenter l'audition de Benalla demain? Benalla, Et- oui, demain matin, Benalla au Sénat auditionné Exactement. par la commission d'enquête. Et la réponse est La réponse est oui. peut-être. En fait, peut-être. Le truc, c'est qu'il y aura une émission demain matin sur Acropolis. Du coup, c'est toi, C'est François, ça. qui prendra le relais. On ne sait pas encore si l'émission sera diffusée sur le site internet du Sénat, donc si on pourra récupérer des images. On ne sait pas si l'audition sera à huis clos ou pas en fait. Donc, du Voilà. coup, si l'audition est à huis clos, ce qu'on vous propose c'est qu'on se rejoigne, qu'on discute, si vous avez des questions, on répond, on papote. Si en revanche l'audition est pas à huis clos, et bien dans ce cas on suivra l'audition et on pourra la commenter. Absolument. Voilà. Mais, Mais si l'audition est à huis clos, on peut rien faire à part peut-être Et braquer. en fait, je pense pas qu'elle soit à huis clos parce que les copains de Public Sénat ont mis sur leur programmation l'audition de Benalla. Donc elle peut-être pas effectivement. Ouais, on verra ça demain. Bon, c'est Et, 8h30 par contre. Hein. Ouais. Donc là, les enfants, demain matin, vous C'est mettez ça. votre réveil, vous êtes gentils, vous mettez un réveil avec comme titre Benalla à 8h. Et vous m'en voudrez pas. Vous m'en voudrez. voudrez. Ouais, vous m'en voudrez pas si j'ai l'air de un peu. La tête dans le cul, tu peux Ouais, le dire. la On tête peut dans y le aller. cul, Ouais, ouais. on peut y aller. J'allais dire qu'un camion m'avait roulé dessus, mais ouais, dans la tête dans le cul. Voilà, donc bon, comment vous allez? Comment va le chat? Ça parle d'emoji, ça parle des remerciements pour Vélania. Est-ce que vous êtes prêts pour cette séance de questions? T'es prêt? Mais je suis prêt, mais comme on l'a dit du coup un peu rapidement, je vais devoir partir dès le début de la séance. Oui. Je te laisserai la commenter seul. Moi, je vous quitterai à ce moment-là. Mais Donc tu je ne vais suivras faire sur ton qu'introduction. téléphone dans les Je transports en suivrai commun, sur mon j'espère. téléphone, évidemment. Ah oui, j'espère bien, Évidemment. parce que sinon tu seras largué. Euh, Bonjour Cowboy Étoile. Voilà. Le réveil Benalla, ça peut faire mal, effectivement, The Tavman. Le seul matin où t'as pas à te lever, il faut que tu te lèves, Alcanoïde. Effectivement, c'est Benalla. Richard Ferrand contrôle l'Assemblée nationale, dit Nibal, pour ou contre? Bah, Alors Richard Ferrand Je sais ne pas si- contrôle pas contrôle. l'Assemblée nationale. Ouais, je Richard suis pas- Ferrand je a suis pas sûr été qu'on élu puisse dire ça. président de l'Assemblée nationale. il contrôle l'agenda. Non. Pas l'Assemblée. C'est le bureau et Oui. la conférence des présidents. Non, le président est une. La présidence de l'Assemblée nationale est un rôle. Distribue la parole, quoi. Non, c'est plus que ça. C'est un rôle protocolaire, c'est un rôle de représentation, c'est un rôle auprès des puissances étrangères également, auprès de ses Quatrième personnage homologues, de l'État. etc. Quatrième personnage de l'État, comme on dit protocolairement. C'est un rôle politique extrêmement important également, Mhm. puisqu'il il préside une des deux chambres du Parlement. C'est D'ailleurs, quand il même va pas être rien. remplacé, là. Il c'est- peut saisir le Conseil constitutionnel, il est consulté assez régulièrement par le président de la République pour tout un tas de décisions. Donc voilà. Et du coup, là, ce qui est en train de se jouer en ce moment, c'est le remplacement de Richard Ferrand à la tête du groupe En Marche. Et on n'a pas eu les résultats, il me semble. En tout cas, moi, les derniers que j'ai vus, c'était les voix au premier tour.
pour l'élection interne. Voilà, donc dès que... Il a un rôle de police aussi. Alors attention, il a un rôle de ce qu'on appelle la police des débats. Attention, un rôle de police, ça veut pas dire... ce qu'on appelle ça la police des débats. La présidence de l'Assemblée s'occupe de... Donc Nibal nous dit que c'est Gilles Legendre, le poulet référent. Abemous Papam. Abemous Papam. Gilles Legendre donc. Ok. Qui dirige le groupe En Marche maintenant. Ok. Donc du coup, on est là pour les questions au gouvernement de l'Assemblée nationale qui vont commencer dans une vingtaine de minutes à peu près. De quoi ça va parler? De quoi ça peut parler? Ça peut parler de beaucoup de choses. Il s'est passé pas mal de choses cette semaine. Je me suis fait une petite liste de tout ce qui s'est passé. Tu penses que ça va parler de quoi? Oui, effectivement, si tu fais la liste des éléments qui sont passés, récemment, il y a eu ce matin quand même l'annonce par le président de la République en personne de la réforme de la santé. Plan santé, pardon. Donc la stratégie de santé qui a été présentée par le président de la République, qui va être détaillée dans les jours qui viennent par Agnès Buzyn, même si un certain nombre d'annonces ont déjà été faites dans les journaux du soir hier et dans les matinales des radios ce matin. Une annonce particulière, la suppression du numerus clausus, qui est un élément important de l'organisation de nos systèmes de soins sur les territoires. Le numerus clausus parmi les gens qui rentrent en deuxième année de médecine. On rappelle que le numerus clausus, c'est le nombre maximum de médecins qui peuvent être formés par an, en gros, qui est une manière pour l'État de contrôler le nombre de professionnels de santé diplômés qui, prescrivent des médicaments, etc. Enfin bref, c'est un peu particulier, mais c'est donc un élément important qui était décrié, qui était aussi pour certains un élément de contrôle important et qui donc va être supprimé. Ça a été annoncé, ça a été validé, ce sera donc en 2020 que sera supprimé le numerus clausus. D'ici là, beaucoup de choses vont arriver, beaucoup de choses vont se mettre en place pour la réforme du système de santé. Puisque, mine de rien, tu supprimes pas comme ça oui. en termes de nombre de places à la fac, en termes de quantité de stages. J'ai une petite pensée pour tous les étudiants qui, du coup, seront en L1 en 2019 et qui seront les derniers à pas pouvoir devenir médecin à cause du numerus clausus, ça va faire bizarre. Tout à fait. J'ai un copain qui a terminé premier derrière la barre, ce qui est extrêmement dur à vivre. Ouais. C'est dur. Donc, tous ces gens-là. C'est triste pour eux, mais voilà, fallait arriver plus tard. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Donc attends, je reprends ma petite liste. Donc l'audition de Benalla demain. Il y a eu la petite phrase de Macron qui risque, je pense, on risque d'avoir quelques échos pendant les questions, tu penses? Alors effectivement, petite phrase de Macron prononcée pendant les Journées du Patrimoine devant l'Elysée, où il a conseillé un chômeur qui se plaignait, enfin un horticulteur qui se plaignait d'être au chômage et il lui a pas reproché. En fait, il a eu une phrase qui est beaucoup plus mesurée que ce qu'on en a dit. Il lui a dit, il y a des gens qui cherchent du travail, il y a aussi des gens qui en proposent, et c'est vrai que si vous traversez la rue, vous pouvez en trouver. Moi je traverse la rue, je vous trouve un travail. Voilà, il a dit ça comme ça. Ensuite, il a précisé, si vous allez dans le quartier de Montparnasse, vous faites tous les restaurants, vous verrez, il y en a au moins un sur deux qui embauche. Bon voilà, ça a été beaucoup interprété comme une énième sortie d'Emmanuel Macron très méprisante envers les pauvres, etc. Un mépris de classe. Ça a aussi été défendu par les partisans d'Emmanuel Macron comme étant, en fait, il a juste dit la vérité, à savoir qu'il y a aussi des gens qui recrutent et qu'il y a une inadéquation du marché de l'emploi. Et c'est effectivement, quand tu es horticulteur, ça peut être compliqué d'avoir un emploi. Par contre, si tu es dans la restauration en ce moment, ça embauche à balle. Tout à fait. Ce qui n'est pas faux. Bon, bref. Mais en même temps, c'est pas son métier, donc bon. Bref, ça reste une expression du président de la République très décriée par ses opposants. Donc à mon avis, ça fera pas l'objet d'une question au gouvernement, parce que les questions au gouvernement n'ont pas vocation à s'adresser au président de la République. Un petit clin d'œil au milieu d'une question. Mais à mon avis, des petits clins d'œil sur le trottoir d'en face. Si les députés ont un peu de, bon, ils vont le faire. Alors il y a eu un renouvellement de sub que je ne vois plus dans le chat par Vélania, si je ne dis pas de bêtises. Non, par Jean-Sébastien Bach. Merci Jean-Sébastien Bach. On est ravis de recevoir si illustre personnage sur le chat très classe d'Acropolis. En l'occurrence, c'est Buzzy Elephant, le dernier tout en haut. Buzzy Elephant, d'accord, mais il ne s'affiche pas dans le chat celui-là. Quid? Si, peut-être. On l'a raté, désolé. Buzzy Elephant qui s'est resub. Merci beaucoup à toi, Buzzy Elephant. Merci pour le resub. Juste en dessous, c'était Acropolien qui s'est resub. Ok. Voilà, Jean-Sébastien Bach qui fait partie de la promotion Velnaya. Donc voilà. Ok, quoi d'autre comme sujet? L'article 7 qui a été déclenché par l'Union Européenne. Je parle pas forcément des trucs qui feront l'objet de questions au gouvernement, mais non, on peut dire des choses qui sont dans la tête des députés actuellement. Les députés actuellement pensent à beaucoup de choses. Effectivement, on a dit tout à l'heure l'élection du président du groupe En Marche. C'est un élément que les députés ont en tête. Alors après, c'est pas l'objet d'une question au gouvernement. Oui, bien sûr, clairement. Mais si vous entendez quelques colibets de côté des oppositions envers le groupe En Marche, il y a peut-être une référence au fait qu'ils ont un nouveau président, Gilles Legendre. Est-ce qu'on a la feuille jaune? On l'a, oui, elle est là. Et donc du coup, non, pas de question de Gilles Legendre. Ça aurait été rigolo de l'entendre. Ah oui, ça aurait été intéressant pour sa première fois, mais enfin pour sa première fois, je veux dire en tant que président du groupe. Tu la vois? Je vois pas de Gilles Legendre, moi.
Ah, elle vient d'être ajoutée. Ok, on avait une feuille jaune précédente où il manquait le nom de Gilles Legendre, effectivement. Effectivement, ce sera le troisième à poser une question. D'accord. La feuille jaune, hein, on rappelle, excusez-nous, c'est du langage un peu technique, mais la feuille jaune, c'est la feuille qui précise la liste des gens qui posent des questions. Des orateurs inscrits pour la séance publique suivante. Des députés qui vont poser des questions. Et donc là, ce sera une question visiblement adressée à Monsieur Édouard Philippe, Premier ministre. On continue sur l'actualité récente. Effectivement, Mister Edu, tu as raison. L'éducation nationale avec une annonce de suppression de postes. 1800 postes supprimés dans l'enseignement secondaire et dans les services administratifs. Annoncé hier ou avant-hier, hier je crois, dans les jours précédents, je ne sais plus exactement, par Jean-Michel Blanquer, qui défend évidemment cette mesure. J'ai dit quoi? Blanquer? Jean-Michel Blanquer. Ah, moi, la moitié des gens disent Blanquer, l'autre moitié dit Blanquer. J'ai toujours entendu Blanquer. Moi, j'ai entendu Blanquer beaucoup. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est marrant ça. Et vous dites comment, vous? Excellente question. Je sais pas. Blanquer, Blanquet, Blanquette. Est-ce que ta Blanquer est bonne? Petite référence au SS 117, si vous l'avez pas. Ah oui, putain, oh là là. Comment est votre Blanquette? Donc effectivement, 1800 postes supprimés dans l'éducation nationale. Ça va faire grincer des dents, ça j'imagine, surtout. Ça commence à faire grincer des dents. Il y a déjà un front syndical des enseignants opposé à cette mesure-là. Alors évidemment, vous savez que le nombre de postes dans l'éducation nationale a toujours fait l'objet de beaucoup de dilemmes. On se souvient de l'annonce fracassante en pleine campagne présidentielle à l'époque en 2012 de François Hollande qui dit qu'il allait recréer plus de 70 000 postes dans l'éducation nationale suite aux 80 000 qui ont été supprimés par les 10 ans de quinquennat. Parce que la jeunesse était sa priorité. Voilà, parce que la jeunesse était sa priorité, etc. Donc voilà, le nombre de postes dans l'éducation nationale est un marqueur assez important et donc voilà. Donc oui, à mon avis, une question pour Blanquer. Oui, je pense que ça, on peut s'y attendre. On peut s'y attendre, ouais. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans l'actualité? Alors moi, ce que j'ai trouvé rigolo, c'est Collomb, Darmanin, Frédéric Dumas. Là, on a une vague de choses annoncées. Donc Collomb qui annonce qu'il va sans doute être candidat soit à la mairie de Lyon, soit à la métropole de Lyon. Darmanin qui... Gérard Collomb qui donc met fin à un suspense sur son départ du gouvernement. Il acte le fait qu'il partira bien du gouvernement, non pas comme Nicolas Hulot pour des raisons politiques, mais pour des raisons... Pour récupérer son fief, un fief à Lyon, évidemment. L'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, incontonnable. Mais du coup, à un certain âge quand même, mine de rien. On peut le dire. Faut le dire. Même chose, Darmanin. Gérard Darmanin qui a 72 ans pour être précis, nous dit la Réal. Et donc Gérard Darmanin qui, pareil, laisse entendre qu'à Tourcoing, il rentrerait bien chez lui. Gérald Darmanin, ministre du budget et des comptes publics. Ouais. Pas rien comme poste, en pleine négociation du budget au demeurant. C'est des ministères pas anodins. C'est Bercy, ça discute du budget, ça négocie l'intérieur. Donc voilà. Intéressant, à garder en tête, effectivement. Je pense que ça aussi c'est en tête des députés. Il y a un aspect de... Est-ce que c'est la fin de la première phase du quinquennat d'Emmanuel Macron? Alors du coup, je mentionnais tout à l'heure Frédéric Dumas, qui est donc une députée En Marche qui a annoncé son départ, qui était du coup une députée En Marche qui a annoncé son départ du groupe. Et pour rejoindre le groupe UDI Agir Indépendant. Exactement. Et certains commentateurs ont dit que il y avait une ère qui avait l'air de se terminer. Est-ce que c'était le moment où des gens quittaient le navire? Est-ce que... Bon voilà, on verra, faut voir si on a une vague de 50 députés qui partent demain, effectivement, je pense qu'on pourra dire ce genre de choses. Pour l'instant, c'est peut-être un peu prématuré, mais en tout cas, on voit qu'il y en a certains qui préparent les municipales, en tout cas. C'est un très grand groupe, le groupe majoritaire, clairement. Un départ par-ci par-là. Ils sont 310 maintenant, si je dis pas de bêtises. Voilà, ils restent majoritaires, ils sont loin d'être en danger sur la majorité absolue. Plus ils ont leurs alliés. Ceci étant, c'est un petit symbole, petit certes, mais ça gratte quoi. Ça gratte, un député qui claque la porte pour des raisons politiques, ça chatouille, c'est chiant. Après un ministre qui a claqué la porte pour des raisons, pour des raisons personnelles, pardon. Pour des raisons, c'était des raisons personnelles. Nicolas Hulot, ce n'était pas des raisons politiques. D'après le gouvernement. Voilà. Donc, ça se discute. Donc voilà, non, intéressant effectivement cette vague de départ. Bon, encore une fois, voilà, tous les départs d'un gouvernement ne se valent pas, attention à ça. Il y a des départs fracassants comme celui de Nicolas Hulot pour des raisons politiques. Bien sûr. Et il y a des départs de type je suis trop vieux, je vais récupérer mon fief. Même ces départs-là, en fait, peuvent être Après, c'est marrant de remarquer que dans ce que disait Darmanin en annonçant qu'il allait envisager des choses à Tourcoing, que s'il fallait faire un arbitrage entre sa position de ministre et sa position de candidat, son arbitrage serait plus du côté de la position de candidat. Je sais pas si tu as vu ça, mais en gros, il laissait entendre que si jamais le Premier ministre ou le président lui demandait de quitter son ministère, il laissait entendre que, pour pouvoir être candidat, il laissait entendre que il quitterait le ministère. Du coup, bon, peut-être quelques tensions. Ce qui est tactiquement bizarre, parce que du coup, il met entre les mains du président et du Premier ministre la responsabilité de le dégager ou pas. Mais ça peut aussi s'interpréter comme je te mets un pistolet sur la tempe et c'est à toi de voir si tu tires, quoi. Absolument, ouais. C'est aussi ça, la tambouille gouvernementale. C'est une technique un peu risquée parce que bon, en même temps que Macron tire, ça lui est déjà arrivé, quoi. Donc bon, voilà, à voir.
À voir. Donc effectivement, élément en tête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme actualité? N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce que vous avez relevé. La petite séquence sur la boutique de l'Elysée. Alors pareil. Est-ce que tu vas Non, l'Elysée par définition ne fait pas l'objet de questions gouvernement. Ça Ah peut oui, faire non, bien sûr, l'objet de c'est pas ce blagounettes. que je dis. C'est pas ce que je dis. Ça peut faire l'objet de blagounettes. Bien sûr, Sur par exemple le Made in France, on a appris sûr. que les mugs, Tout à fait. que les mugs de l'Elysée étaient faussement attribués à putain. Porcelaine de porcelaine de Limoges. Limoges. Merci beaucoup, c'est encore une ménagère qui gagne une tringle à rideau. Pardon. Donc Limoges, apparemment le fabricant de la porcelaine, il aurait mis le tampon Limoges dessus, alors qu'en fait, bon, ouais, si ça se trouve l'origine contrôlée, c'est pas si clair que ça, et la conformité est pas top. Bref, donc peut-être effectivement un clin d'œil de ce point de vue-là, mais je fais plus un tour de l'actualité politique que des choses qui vont faire l'objet d'une question, hein, pour être. Tu as raison. C'est plus des choses dont on a parlé. Cette semaine. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Une actualité très chaude qui peut justifier. Alors il y a eu un chauffeur de bus qui a mis une gifle à un collégien. Ça a fait le tour des réseaux sociaux parce que ça a été filmé. Bon, il y a une pétition pour défendre le chauffeur de bus. Bon, c'est de l'épiphénomène, mais rappelez-vous, les épiphénomènes parfois peuvent être utiles pour les députés pour rebondir et poser une question d'envergure un peu plus générale. Genre à l'occasion de ce fait divers, j'en profite, monsieur le ministre des Transports, pour vous alerter sur je sais pas quoi, les chauffeurs de bus. Voilà, c'est ce que je veux dire. Séquence intéressante aussi, qui je pense fera pas non plus l'objet d'une question, mais à propos du déclenchement de l'article 7 des traités de l'Union contre la Hongrie. Oui, alors est-ce que tu peux rappeler de quoi ça s'agit? Alors l'article 7 du traité de l'Union Européenne, en gros c'est un article qui dit que on retire ses droits à un État. Le seul truc c'est que beaucoup d'observateurs ont l'air de dire que c'est plus une manœuvre politique qu'autre chose, parce que donc le Parlement européen a voté pour déclencher l'article 7. Maintenant il reste à la Commission européenne de le voter, sauf que ça se vote à une super majorité des 4/5e il me semble, ce qui est pas gagné peut-être, mais pas gagné, et que surtout derrière s'il faut des sanctions, il faut que ce soit à l'unanimité. Et du coup ça... complexe quoi. Donc des observateurs qui disent que c'est en marge des européennes que ça prépare, que ça commence à tirer sous la table, voilà. Mais bon, c'est un truc intéressant parce que l'article 7 il était envisagé comme étant une arme nucléaire. C'est pas rien. L'article 7. L'Union, on était supposé ne jamais l'utiliser et juste faire peur aux États pour qu'ils se comportent bien. Pour qu'ils respectent l'état de droit, en gros, c'était ça l'objet. Pour qu'ils respectent les droits de l'homme. Et finalement, il a été activé 2 fois, puisqu'il a été activé contre la Pologne en décembre de l'année dernière, et à nouveau en ce moment contre la Hongrie. Donc et voilà. tout ça se place dans un contexte évidemment de montée de ce qu'on appelle le populisme en Europe, qui promet de faire des scores assez importants aux élections européennes prochaines. Donc évidemment, c'est pas un article 7 qui est déclenché comme ça. On est dans un moment de l'histoire de l'Union européenne qui est quand même pas négligeable. Le contexte est pas simple, et donc cet article 7 est l'une des peut-être des escalades. Tout à fait. D'ailleurs, dans la montée des tensions politiques en Europe. Sur les sondages nationaux français, en tout cas, j'ai plus mon retour. Sur les sondages nationaux français, le FN le RN, le Rassemblement National et En Marche seraient au coude à coude. Et oui, le Rassemblement National est crédité de plus de 20% des voix, alors même que Marine Le Pen a beaucoup de mal à faire campagne, puisqu'elle s'est fait saisir 2 millions d'euros sur son compte en banque par l'État cet été. Donc, et pourtant... voilà. Donc effectivement, la critique de l'Union Européenne reste quelque chose qui électoralement marche bien, on le voit, et donc cet article 7 va être... C'est intéressant parce que ça peut être à la fois utilisé par les pro-Union Européenne pour dire regardez, l'Union Européenne protège l'état de droit, la démocratie, en n'hésitant pas parfois à sortir le bâton pour taper sur les doigts de ceux qui se comportent mal et qui mettent en danger l'état de droit. Et en même temps, les eurosceptiques auront beau jeu de sortir l'argument en disant vous voyez la Commission, la méchante, qui empêche les peuples européens de faire ce qu'ils veulent, etc. Donc, mais c'est un débat vachement intéressant. Tout à fait. François n'a toujours pas retrouvé son fer à repasser, toujours pas. Important. Fanny. Toujours pas. C'est ce qu'on appelle une marque de fabrique. Tout à fait, habituez-vous. Voilà, et donc bon, on a sans doute raté des sujets. Le gars tué à coup de poing pour une place de parking, j'ai pas vu ça. Attends, c'est pas un père de famille qui a été effectivement qui est entre la vie et la mort dans un coma. Peut-être, je sais pas. Je tabassé devant ses enfants, je crois. J'ai vu un truc sordide comme ça, un fait divers terrifiant. Ouais, moi les faits divers c'est pas trop mon truc. Donc, non, mais par contre, ça peut faire l'objet d'une question au gouvernement. Alors, de 2 choses l'une, soit c'est un député de la circonscription pardon, oui, qui pose une question en disant
ce phénomène qui a fait la une de la presse est en réalité la preuve que dans ces quartiers-là ça ne va pas, et donc je pose une question au ministre de l'Intérieur pour savoir qu'est-ce que vous branlez, ou la ministre de la Justice, etc. Et dans le même genre, et ça peut être enchaîné avec une question sur une fusillade qui a eu lieu à Saint-Denis hier, je crois, Oui. Ça peut être mis en paquet sur une question sur la sécurité dans les quartiers, ou ce genre de choses, effectivement. Ouais. Le jeune de 16 ans abattu à Saint-Denis, j'imagine que c'est ça. Voilà, c'est ça, on fait référence à ça. Donc l'insécurité, ce type de fait divers est généralement utilisé par les députés pour apporter le sujet sur la table de l'insécurité. De plusieurs manières, hein. Ça peut être des députés de gauche comme de droite, des députés de gauche qui vont dire qu'on n'a pas assez de moyens dans les territoires au niveau des collectivités pour lutter contre l'insécurité et contre ses causes, et de la droite qui dit qu'il n'y a pas assez de fermeté, pas assez de sécurité, pas assez de policiers. Intéressant. Donc à voir. Bon, et quelles questions vous poseriez, vous, C'est vrai ça. à nos chers ministres? Allez, admettons, vous avez l'intégralité du gouvernement qui est devant vous. Vous avez le choix, vous pouvez leur poser une question, il faut que ce soit une question sur un sujet d'actualité, c'est les deux conditions. Ah, peut-être une question à la ministre des Sports, enfin non, celui-là on a la feuille jaune maintenant, donc en fait on peut le voir, mais on aurait pu imaginer une question à la ministre des Sports, puisqu'apparemment elle aussi en fait aurait pas clairement clarifié sa situation avec le fisc, la nouvelle. C'est vrai ? Ouais, j'ai cru lire je sais que, pas, j'ai pas voilà, lu. donc peut-être qu'on pourrait avoir un petit tacle là-dessus. Mais alors du coup sur la feuille jaune, on n'a pas l'air de voir ce genre de choses, hein. Il n'y a pas de questions adressées à la ministre des Sports. Non. Donc, La voilà. suppression des postes dans l'éducation, oui, Salnemar, on en a déjà parlé. Effectivement, ça fera très probablement l'objet d'une question. Ça a été annoncé il y a quelques jours seulement, et ça fait déjà l'objet d'un contre-feu de la part des organisations syndicales enseignantes. Donc ouais. Tout à fait. Alors, Oufu nous dit c'était à Saint-Pierre-des-Corps dans la banlieue de Tours, il est mort tabassé devant ses enfants sur un parking. Bonne ambiance. Et il est décédé apparemment, je ne savais pas. Donc effectivement, c'est lourd, hein, ce type d'actualité, vous savez, pour le député de la circonscription, c'est pas rien comme événement. Quand tu as quelqu'un qui meurt dans ta circonscription, c'est déjà personnellement c'est quelque chose, et puis par ailleurs ça mobilise le député, politiquement ça dit quelque chose, voilà, c'est... Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous parlez de modifier Parcoursup pour ajouter des vœux classés. Pourquoi ne pas appeler cette nouvelle version admission post-bac? Bonne question. Très très bonne question, bonne Fanny. Question. Non, c'est vrai. Moi, j'ai pas compris les investissements dans les hôpitaux alors qu'il y a 3 mois, on leur demandait de faire des économies, dit Coury. Alors effectivement, ça peut être l'objet d'une question au gouvernement intéressante pour justement préciser ça, puisque du coup je pense qu'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, te répondrait qu'il ne s'agit pas de remettre de l'argent dans les hôpitaux tels qu'ils existent aujourd'hui, mais d'investir pour qu'ils transforment leurs activités pour, et là tu déroules tous les objectifs, rationaliser, organiser, rapprocher, plus d'efficacité, le virage ambulatoire, etc. Donc effectivement, je pense qu'Agnès Buzyn aura aujourd'hui une question au gouvernement, au moins une, pour préciser l'annonce de ce matin de cette stratégie nationale de santé, les investissements annoncés, la fin du numerus clausus, l'organisation territoriale des professions libérales, etc. Il y a quand même 2-3 trucs, hein. Un plan de santé, c'est pas rien. On aurait aussi pu, donc là avec la feuille jaune, on voit qu'il n'y a pas de questions au ministre du budget. Mais les gens l'ont pas sous les yeux, donc tu peux. Oui, tout à fait. Donc bon, je vous le dis. Mais on aurait pu s'attendre à une question parce que là, donc l'Assemblée est en train d'examiner la loi. Contre la lutte contre la fraude fiscale. On aurait pu aussi s'attendre à des questions sur le sujet, sur la liste des pays qui sont dans ce projet de loi, qui fait un peu polémique, puisque certains estiment que la liste est quand même très restreinte et comprend pas les vrais paradis fiscaux qu'il faudrait viser. Donc on pourrait effectivement avoir des questions sur ce sujet-là. Cher ministre, d'un point de vue épistémique, quelle vision de transition conceptuelle pensez-vous pour répondre à la problématique civilisationnelle de notre époque? Et vice-versa? En 2 mots, Starfoula. Pas mal. À quel point les pauvres vont se faire avoir avec le plan pauvreté? Effectivement, le plan pauvreté également, qui a été du coup un peu occulté par la sortie d'Emmanuel Macron sur T'as qu'à traverser la route pour trouver un boulot, mais qui est quand même une annonce importante. Rappelez-vous, le plan pauvreté, avant l'été, il avait été décalé dans le temps. Il y avait même eu un pataquès à Agnès Buzyn disant que c'est à cause du mondial de foot et tout, ça avait été le bordel. Bon, finalement, le plan pauvreté a quand même été annoncé, avec dedans un certain nombre de mesures. Une mesure qui fait particulièrement parler d'elle, c'est la création de ce que Emmanuel Macron appelle un revenu universel d'activité, qui est intéressant, parce que c'est intéressant, même étymologiquement, le revenu universel d'activité. Étymologiquement, c'est très intéressant. Ça renvoie évidemment au revenu universel qui est pensé par une partie de la gauche depuis pas mal d'années, et qui a été mis en avant sur la scène publique par notamment Benoît Hamon pendant la dernière campagne présidentielle. Donc intéressant. Donc peut-être effectivement
qu'Agnès Buzyn aujourd'hui elle aura aussi à répondre sur cet Tout à aspect. fait, tout à fait. Je rappelle Il y a qu'Agnès Buzyn effectivement- elle est ministre Santé et Solidarité, donc elle s'occupe Il y a une question des pour pauvres et Agnès des malades, Buzyn, c'est terrible. Mais... Tout à fait, tout à fait. Avec des observateurs qui disent que ce plan pauvreté, certains qui disent que bah, c'est un bon geste, enfin un bon geste, et d'autres qui critiquent beaucoup. des observateurs de gauche plutôt. Et d'autres les qui insoumis disent par exemple qui disent tout que à c'est fait, un plan anti-pauvre, etc. que, Donc... que ça va nulle part, que ça va pas assez loin en fait. Ouais, et encore une fois, c'est ça qui est bien avec les questions au gouvernement, c'est que ça pose une question, mais c'est aussi l'occasion pour le député de présenter une manière de voir les choses en disant je pose une question, mais en réalité je critique. Tout à fait. Donc c'est chouette. Revenu universel basé sur un certain revenu, il me semble, donc pas si universel que ça. Ce que dit revenu universel d'activité, quelque part, c'est qu'effectivement, c'est pas universel. C'est lié à une activité. C'est ça. Mais c'est intéressant parce que, en fait, de ce que j'ai compris, c'est la suite de la fusion de la RSA et de la prime pour l'emploi. Les minima sociaux et la protection sociale, c'est passionnant comme sujet, je pourrais en parler pendant des heures. C'est très complexe, mais très très intéressant, fondamentalement intéressant, parce que justement ça pose la question de l'activité, de l'inactivité, du travail, du non-travail, des situations, de la solidarité, de l'équité, de l'égalité, c'est extrêmement intéressant. Bref. Il est bien silencieux Sylvain, ça ne lui ressemble pas qu'il lui a coupé le sifflet. Salut Adrien. Il n'a pas de micro Sylvain, il aimerait bien gueuler depuis tout à l'heure, ça le retient, il a envie de nous insulter, il ne peut pas. Il ne peut pas. Merci beaucoup Sylvain à la régie, en tout cas. La semaine dernière, la ministre disait qu'il n'y avait pas d'algorithme dans Parcoursup, alors je ne suis pas étonné des choix qu'ils ont fait, alors que pourtant il y a des algorithmes dans Parcoursup. Je crois que ça a été pas à tous les échelons, mais la question des algorithmes locaux a fait couler bien sûr, beaucoup il y a des d'encre algorithmes d'affectation, oui bien sûr. Donc il y a effectivement des algorithmes dans Parcoursup. Après, voilà, c'est pas les mêmes que sur APB, c'est très intéressant. C'est très intéressant également, il n'y a pas la façon que dont des ils algorithmes fonctionnent, dans Parcoursup, il y a aussi des commissions d'affectation, etc. Faut pas déconner non plus, mais ça reste un sujet intéressant et je dis pas du tout que c'est bien ou mal. Hein. Mais donc, c'est des éléments de réflexion pour vous. On arrive dans la période où on va pouvoir voir si, à propos de Parcoursup, si effectivement Parcoursup tient ses promesses ou pas. Par rapport aux résultats que permettait APB, voilà, effectivement, on va avoir le fin mot d'ici quelques jours. On l'a très peu dit, on n'est que le 18 septembre, c'est la deuxième séance seulement de questions au gouvernement depuis la rentrée scolaire. On a peu entendu... Ah si, il y a eu une question la semaine dernière, rappelle-toi, qui a été posée. Oui, assez vague, mais rien qui dit, bah en gros, il y a tant de lycéens qui sont sur le carreau, quid. On n'a pas vu de questions aussi... non, je crois que c'est une question de la majorité, qui justement vantait les mérites du nouveau système suite à APB, etc. Donc intéressant. Qu'on aime ou pas 14h05, pardon, vas-y. Non, j'allais dire qu'on aime ou pas le proposition du plan pauvreté, ça a l'avantage d'enfin ouvrir le débat dessus, et je suis parfaitement d'accord avec toi, Paul Sauveur. Et c'est à ça que sert le Parlement, c'est de se saisir de ce type d'annonce pour dire, ok, très bien, maintenant parlons-en. C'est un premier geste qui se faisait attendre pour certains. Et voilà. Donc il est 14h59, donc ça va pas tarder à commencer, j'imagine. Moi je vais pas tarder à vous quitter, du coup je vais vous laisser entre les mains expertes de François qui va commenter la séance. Donc voilà, si vous avez des dernières questions, c'est le moment, des questions au gouvernement surtout. Et donc du coup sachez qu'on va redonner un micro à Sylvain à l'occasion. Du coup, puisque nous n'avons que 2 micros. Du coup par conséquent. Parce que, signalons-le, on manque de fonds, donc si jamais vous voulez participer en tant que bénévole à Acropolis ou nous aider à avoir du matériel, on prend, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Jean, ça sera retransmis ton interview avec ton professionnel de santé. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on fait pas des consultations? C'est pas une interview, hein, je vais voir mon médecin littéralement. Pourquoi on fait pas des consultations médicales streamées? Non mais c'est vrai. Secret médical peut-être? Non, mais c'est ton problème, c'est ton secret médical. D'ailleurs, à propos du secret médical, c'est très intéressant parce que dans le plan santé, il me semble qu'il y a des éléments qui disent que le secret médical va pouvoir... Ah bon, il touche au secret médical J'ai cru lire dans non, mais un tu vois, article très il y résumé a un truc hyper intéressant dans le plan santé d'Agnès Buzyn, mais c'est pas nouveau, hein, c'est le développement de ce qu'on appelle la télémédecine. Qu'est-ce qu'il y a? Ah pardon, donc du coup je pars alors que maintenant il y a de l'image. Donc là quand Sylvain te fait des grands signes de bras comme ça veut dire qu'on a l'image de l'Assemblée nationale. Très bien, eh bien mettons l'image, envoyons l'image. Sylvain, s'il te plaît. Et donc cette séance de questions au gouvernement de l'Assemblée nationale vont commencer. 105 questions écrites déposées. Première présidée par Richard Ferrand d'ailleurs. J'ai déjà obtenu la réponse du ministère concerné. Je me réjouis que près de la moitié de ces réponses aient été communiquées dans un délai de 2 mois, ce qui constitue un bon rythme. On a raté le début de l'intervention. l'intervention. Plus de 4000 questions sont en attente de réponse. Monsieur le Premier ministre, connaissant votre attachement au Parlement,
Je ne doute pas que vous aurez à cœur de veiller à ce que le rythme de leur traitement puisse s'accélérer. L'ensemble des députés de cet hémicycle vous en sera très reconnaissant et par avance, je vous en remercie. Ça de l'écran du coup. Et bon. Et bonjour. Bonjour Sylvain. Madame Aude Luquet. Sylvain, donc un micro. Donc Aude Luquet, députée Modem et apparenté, la question s'adresse à démocrate. Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires. Elle est députée de Seine-et-Marne, élue en 2017. Le président a présenté mercredi dernier la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. De nombreuses mesures fortes ont été annoncées et un accent particulier a été mis sur la prévention de la précarité en faveur des plus jeunes pour les protéger de l'exclusion. En effet, il faut rappeler qu'un sans-abri sur 4 serait passé par l'aide sociale à l'enfance. Or, si le renforcement de la prévention de la précarité chez les jeunes est indispensable, il convient de ne pas oublier les milliers de femmes et d'hommes qui dorment aujourd'hui dans la rue. Selon différentes études, certainement sous-estimées, ils sont près de 150 000 en France et plus de 3 500 à Paris. En 10 ans, le nombre de sans-abri a augmenté de plus de 50%. Et 2000 d'entre eux meurent chaque année avec une espérance de vie moyenne de 49 ans. Qui peut accepter cette situation indigne de la 5e puissance économique mondiale? Des chiffres durs. Hein. Aujourd'hui, de nombreux acteurs partagent le même constat alarmant. Le nombre de personnes demandant à bénéficier d'une place en hébergement d'urgence n'a jamais été aussi important. Face à cela, l'annonce par le ministère du Logement d'une baisse de 57 millions d'euros sur 4 ans des crédits alloués aux centres d'hébergement de réinsertion sociale suscite des inquiétudes, ces centres proposant un véritable accompagnement social vers le logement. En effet, on ne peut se contenter, comme l'ont fait les gouvernements qui nous ont précédés, de mettre les sans-abri fixes, sans domicile fixe à l'abri l'hiver et les remettre à la rue le reste de l'année sans les accompagner dans un parcours de reconstruction qui puisse leur permettre d'en sortir durablement. Ma question est donc la suivante. Quelles mesures concrètes le gouvernement entend-il mettre en œuvre pour que la promesse tant de fois faite en vain ces dernières années que plus aucune personne ne dorme dans la rue soit tenue et pour donner à ces femmes et à ces hommes une chance de retrouver une place digne dans notre société? Je vous remercie. Donc en gros, monsieur le ministre, est-ce que vous pourriez nous résumer le plan pauvreté, s'il vous plaît? Ministre de la Cohésion des Territoires. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Aude Luquet. Je voudrais tout d'abord rappeler ce que nous avons fait ces derniers mois dans le domaine de l'hébergement d'urgence. Jamais, jusqu'à ce jour, un effort aussi important n'avait été accompli. Entre le PLF 2017 et le PLF 2018, c'est une augmentation projet de loi de 11%. Nous avons aussi lancé en septembre dernier la politique du logement d'abord, qui a été saluée sur tous les bancs, ici, et aussi au niveau des associations, et qui se décline de manière tout à fait positive ces derniers mois. Ceci étant, le dossier est toujours difficile, très difficile, puisque c'est un sujet sur lequel l'impact aussi de la migration est quelque chose d'important. Mais je tiens à rappeler que nous avons aujourd'hui ouvert en février 153 000 places et que nous avons pérennisé 5 000 places supplémentaires. Ce qui veut dire aujourd'hui concrètement qu'il y a 136 000 places, c'est-à-dire l'équivalent d'une ville comme Limoges, qui sont financées chaque jour par l'État et que nous avons là-dessus un budget de 2 milliards d'euros. Les sujets, évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire. Lorenzo pour le sub. Mais cet hiver, avec le secrétaire d'État Julien de Normandie, nous avons veillé avec des visioconférences chaque semaine avec les 13 préfets de région, à ce que les enfants ne soient pas dans la rue, à ce que de manière privilégiée, nous n'ayons pas de famille dans la rue. Le sujet existe toujours et je dois dire que nous travaillons de concert avec les collectivités locales et que nous participerons dans les mois qui viennent aux Nuits de la Solidarité parce que c'est un effort commun qui nécessite l'alliance des collectivités locales et de l'État. C'est en ce sens que nous travaillons. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, qui résume... La parole est à monsieur Daniel Fasquelle. Très rapidement. Merci, monsieur le Président. Il y a Daniel Fasquelle. Alors, monsieur le Président, c'est votre première séance dont je tenais au nom du groupe Les Républicains vous féliciter pour votre élection à la présidence de notre Assemblée et vous demander de travailler Daniel Fasquelle, député des Républicains. De notre institution. Ah si, pardon. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Emmanuel Macron est aux commandes du pays depuis 1 an et demi et le pouvoir d'achat des Français ne cesse de reculer. Avec vous, tout coûte de plus en plus cher. Se déplacer pour commencer. La ministre des Transports a confirmé ce lundi une nouvelle hausse du prix des carburants de 7 centimes pour le diesel et de 4 centimes pour l'essence. Avec votre politique, la dépense annuelle de carburant par foyer va donc augmenter de près de 400 € par an jusqu'en 2022.
Se déplacer, se chauffer aussi. Le prix du fioul domestique a fait un bond de près de 26% en un an et celui du gaz a augmenté de 7,45% au 1er juillet. Donc question sur la hausse du niveau de vie, peut-être qu'il va parler de la désindexation des aides sociales. Sur sa facture. Se déplacer, se chauffer, mais aussi vivre dignement. Les retraités, les familles, les jeunes en savent quelque chose. Eux que le gouvernement malmène en jouant de façon cynique sur l'inflation et en rognant sur la revalorisation du montant des pensions, des allocations familiales et de l'APL. Le pouvoir d'achat a reculé de 0,6% au premier trimestre. Et visiblement, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Les annonces récentes sur la redevance audiovisuelle et sur les droits de succession laissent en effet craindre leur pire. Alors j'ai 2 questions à vous poser, Monsieur le Premier ministre. 1. Quand allez-vous cesser de faire les poches des Français plutôt que de mettre fin au gaspillage de l'argent public? 2. Quand allez-vous enfin traverser la rue pour écouter les Français, diminuer les impôts et leur rendre leur argent? Ça y est, on y est. Donc petite référence à la petite phrase d'Emmanuel Macron, traverser la rue. Et également référence au couac entre Christophe Castaner et Emmanuel Macron sur Monsieur le Président. Sur les retraites. Oui, j'ai entendu aussi le rendre l'argent. Ah, excusez-moi, je me suis trompé dans le nom. Le rendre l'argent de la part d'un républicain, c'est toujours assez croustillant. Tout à fait, tout à fait. Votre question avait pratiquement bien continué, à quelques approximations près, Olivier Dussopt, ancien près, notamment le fait que c'est ce gouvernement d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics fait en sorte de généraliser l'énergie qui bénéficie à 3 600 000 Français pour un montant moyen de 150 € de façon à accompagner ceux qui sont les plus fragiles face aux conséquences de la transition énergétique que chacun sur nos bancs appelle de nos voeux. Votre question, monsieur le député, portait un risque en elle. Un seul, le fait qu'il n'y ait pas de session extraordinaire. Parce que s'il n'y avait pas eu de session extraordinaire, vous n'auriez pas pu la poser. Vous n'auriez pas pu la poser puisque vous auriez été confronté à l'augmentation de la prime d'activité de 20 € par mois. Vous auriez été confronté à la baisse de 30% de la taxe d'habitation. Vous auriez été confronté aussi à la diminution des cotisations salariales qui va se traduire par un gain net pour l'ensemble des salariés du pays. Monsieur le député Fasquelle, en matière de pouvoir d'achat, nous agissons, nous travaillons, nous le faisons en cohérence. Et je puis vous assurer, monsieur le député Fasquelle, qu'il vaut mieux mener la politique que nous menons plutôt que mener la politique que vous avez défendue, celle qui consistait à supprimer 500 000 fonctionnaires, celle qui consistait à diminuer les dotations des collectivités locales, celle qui consistait à augmenter la TVA de 2 points, soit 13 milliards d'euros sur les ménages. C'est ce que vous avez défendu dans votre programme pour l'élection présidentielle et dans votre programme pour l'élection législative. C'est ce dont vous êtes comptable et nous sommes fiers de mener une politique aux antipodes de ce que vous vouliez faire. C'est difficile à dire de la part d'Olivier Dussopt parce que certaines de ces mesures étaient la parole de échelle étaient aussi défendues par le groupe En Marche. Donc Gilles Legendre, député de Paris, est nouvellement élu président du groupe En Marche. D'où la standing ovation. Et effectivement, d'où la standing ovation. Et on remercie Dark Bichon pour les 200 bits. Pardon, effectivement, Dark Bichon pour les 200 bits. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, jeudi dernier, le président Emmanuel Macron appelait à la mobilisation nationale contre la pauvreté en annonçant un plan unanimement salué par les associations. Ma voix serait trop faible par rapport au son de l'Assemblée. Le chef de l'État présentait Ma Santé 2022, la stratégie de votre gouvernement pour transformer notre système de santé. Depuis l'été, les commentateurs veulent voir dans ces 2 plans la preuve de ce qu'ils appellent un tournant social. Notre groupe se réjouit de l'ambition qui a présidé à l'élaboration de ces 2 plans. Pour autant, la majorité élue en 2017 n'a jamais considéré que la politique mise en œuvre depuis cette date ne visait un autre objectif que la justice sociale. Lutter contre le chômage en accompagnant la croissance des PME, c'est de la justice sociale. Développer l'apprentissage et la formation professionnelle, c'est de la justice sociale. Augmenter le pouvoir d'achat des salariés, c'est de la justice sociale. Mettre fin à la taxe d'habitation, c'est de la justice sociale. Dédoubler les classes de CP et de CE1, c'est de la justice sociale. Dédoubler les classes de CP, lancer l'expérimentation des emplois francs, c'est de la justice sociale.
Le reste à charge sur les lunettes et les prothèses, c'est de la justice sociale. Supprimer l'ISF, c'est de la justice sociale, dit Zilendo. Le logiciel français est en panne depuis des décennies parce qu'il n'arrive plus à connecter la création des richesses et leur redistribution. Moyennant quoi nous avons laissé la grande pauvreté, fille en ligne directe du chômage de masse, prospérer dans notre pays et de plus en plus de nos compatriotes privés d'accès à un système de santé par ailleurs excellent. Pour corriger ce logiciel, les Français ont besoin d'actes. Votre gouvernement n'en est pas avare, mais aussi de sens. Qu'avez-vous à leur dire? Merci. Monsieur le ministre, continuez à nous parler du plan pauvreté, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Legendre, permettez-moi, avant de répondre à la question que vous posez, de vous féliciter pour cette élection. Voilà. De saluer le processus qui vous a conduit à la tête du groupe La République En Marche et de vous dire la confiance du gouvernement dans la capacité que nous avons à travailler avec les deux groupes de la majorité et singulièrement, bien entendu, celui que vous présidez. Monsieur le Président, vous m'interrogez sur le sens, vous m'interrogez sur la logique qui conduit l'action du gouvernement. Cette logique est simple. Il s'agit de mettre en œuvre les engagements qui ont été pris par le Président de la République devant les Français en 2017. Il s'agit de faire en sorte de mettre en place, de transformer notre pays pour que nous puissions construire ensemble une société fondée sur l'idée constante d'émancipation des individus et de solidarité réelle. Émanciper dès que l'on peut, construire des solidarités réelles. Monsieur le Président, des solidarités réelles, ça ne sont pas simplement des droits qui seraient déclarés ou des allocations qui seraient distribuées, c'est faire en sorte que les mécanismes que nous mettons en place soient véritablement efficaces. Émanciper, créer des solidarités réelles, garantir la cohésion de la nation. C'est ce qui, depuis le début, depuis la nomination de ce gouvernement et jusqu'au bout, animera notre action. La volonté de permettre à nos concitoyens de faire des choix éclairés. Dès le moment de l'accès à l'enseignement supérieur avec la réforme Parcoursup, dès le moment du choix d'une orientation à l'école entre l'apprentissage ou un autre type de formation que l'apprentissage. C'est une politique fondée sur l'idée simple et parfois contestée qu'en toute matière, le travail doit payer. Nous voulons faire en sorte que le retour à l'activité, que l'activité soit toujours privilégiée par rapport à la non-activité. C'est la raison pour laquelle nous avons, l'année dernière, avec le soutien de cette majorité, fait basculer, non pas enrichi l'État, entre guillemets, mais fait basculer des baisses et des suppressions de cotisations sociales et de cotisations salariales vers une augmentation de la CSG. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre en place, dès 2019, on sent une réponse pas complètement préparée. Avec attention, et compte tenu de votre immense connaissance, vous allez comprendre. J'en suis sûr. Je vous fais confiance, monsieur le député. Et je vous fais même confiance, monsieur le député, pour dépasser les propos de tribune et ouvrir sérieusement donc il s'adresse à la droite, le débat sur, par exemple, sans doute aux députés cette mesure sur les heures supplémentaires qui va permettre quoi? Qui va permettre à tous les Français qui travaillent, de voir leurs revenus augmenter grâce aux heures supplémentaires. Et je me réjouis de votre enthousiasme. Là, il fait allusion à la défiscalisation des heures supplémentaires. Le travail doit payer. Les solidarités réelles doivent être mises en œuvre. Elles doivent être mises en œuvre. S'il vous plaît, c'est l'objectif. Chers collègues. C'est l'objectif, monsieur le Président, du plan de lutte contre la pauvreté qui a été présenté par le Président de la République, qui prévoit justement des mécanismes qui favorisent le retour à l'activité, qui prévoit une aide beaucoup plus intense vers les publics beaucoup plus fragiles, qu'on doit déceler et accompagner, pas simplement donner des droits, pas simplement accompagner financièrement, mais accompagner humainement, parce que l'on sait que c'est là que se joue et que c'est là que se gagne le combat contre la pauvreté. Au total, monsieur le Président, quels que soient les cris, quel que soit le bruit médiatique qui peut entourer l'action du gouvernement, notre résolution est entière. Nous voulons
faire en sorte de construire cette société émancipée, faite de solidarité réelle, faite d'une véritable cohésion et unité nationale. C'est un merveilleux défi et je peux comprendre, parce que c'est évidemment le jeu du débat public, que nous nous opposions sur telle ou telle mesure, que nous contestions telle ou telle mesure, tel rythme, tel moyen. Il ne parle plus vraiment à Gilles Legendre. C'est que nous sommes tous ici d'accord pour dire que la France se portera mieux si elle va dans cette direction. Puisque Gilles Legendre et le Premier ministre appartiennent évidemment à la même majorité. La parole est à monsieur Thierry Benoît. Merci, mon brouillon est interrompu. Au nom des députés du groupe UDI Agir. Thierry Benoît, député UDI Agir et indépendant. Je vous félicite pour votre élection à la présidence de l'Assemblée nationale. Son 3e mandat, il est ancien représentant dans le commerce qui succède à un breton de Loire-Atlantique à la présidence de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre de l'Agriculture. La petite blague, c'est qu'en Loire-Atlantique, ils ne sont pas en Bretagne, Nantes, tout ça. La loi consécutive aux États généraux de l'alimentation. Merci FIMA pour les 500 bits. Il y a un sujet qui cristallise l'opinion et il subsiste une incompréhension quant à la fin du glyphosate, de l'utilisation du glyphosate en France, mais aussi en Europe. Je ne connais pas un député sur ces bancs qui s'oppose à la fin de l'utilisation du glyphosate. Nous sommes tous d'accord sur cet objectif. Et je ne connais pas un agriculteur en France qui utilise le glyphosate par plaisir. Il faut le rappeler. Monsieur le ministre de l'Agriculture, le président de la République a fixé l'objectif de 3 ans pour sortir de l'utilisation du glyphosate. Et vous avez vous-même défini une méthode, réunir tous les acteurs pour cesser l'usage de ce produit. Et c'est pour cette raison que que la majorité des députés présents n'ont pas inscrit cette disposition dans la loi qui est aujourd'hui discutée et qui a été votée samedi matin. Monsieur le ministre de l'Agriculture, pouvez-vous rappeler la méthode et la feuille de route qui est la vôtre afin de cesser l'usage du glyphosate en France et en Europe dans les meilleurs délais? Je vous remercie. Alors la loi à laquelle il faisait référence, c'est la loi qui est examinée en ce moment, c'est la loi sur l'équilibre du secteur agricole et alimentaire. Qui était en 2e lecture à l'Assemblée, je crois, la semaine dernière. La semaine dernière, et oui. Là, on est sur le sujet de la lutte contre la fraude dans le texte. Oui, en ce moment. Saluer tous les députés qui m'ont accompagné jusqu'à 5 heures du matin, au moment où nous avons voté le projet de loi Egalim. Je voudrais également dire tout mon soutien aux députés qui sont injustement insultés, bafoués, caricaturés sur les réseaux sociaux et leur dire qu'ils ont eu raison de faire le choix qu'ils ont fait samedi matin. RT Cité Triste. Monsieur le député, vous m'interrogez sur ce que nous avons fait pour sortir du glyphosate dans les 3 ans et respecter ainsi la volonté du président de la République. Le 22 juin dernier, nous avons créé la Task Force avec le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Agriculture. Cette Task Force, les premières réunions ont déjà eu lieu. Nous allons travailler, mobiliser la recherche, l'innovation, l'IRSTEA, l'INRA, l'ACTA qui sont déjà rassemblés pour trouver les alternatives au glyphosate. Ces alternatives, elles existent déjà et nous allons les programmer pour faire en sorte qu'il existe dans cette banque de solutions que nous appelons de nos vœux pour les diffuser de manière très large sur le territoire, diffuser les bonnes pratiques et faire en sorte que tous les agriculteurs puissent les utiliser. Nous avons répertorié, vous le savez, les types d'agriculture où aujourd'hui nous n'avons pas de solution de remplacement. C'est l'agriculture de conservation, c'est l'agriculture de terrasse et c'est l'agriculture de transformation des fruits et légumes. Mais là aussi, comptez sur notre détermination pour faire en sorte que nous puissions, dans ces délais, en mobilisant tous les acteurs, trouver les résultats et trouver les produits qui nous permettront de remplacer le glyphosate et répondre à la demande du président de la République. Nous réfléchissons à un mode de diffusion et des voies de communication auprès des professionnels et nous passerons par une mobilisation importante auprès des préfets. Monsieur le ministre. Et pourquoi nous avons choisi... Monsieur le ministre. Pardon. La parole est à monsieur Guillaume Gouffier-Cha. Merci Monsieur le Guillaume Président. Gouffier-Cha, député à Monsieur le Premier ministre. La République en marche. J'y associe mes collègues Bérengère Abba et Mathieu Orphelin. Monsieur le Premier ministre, la transition écologique du Parti socialiste est l'une de nos grandes priorités. Cela implique que nous changions nos modes de vie,
Nous allons devoir consommer une question sur le plan vélo. Produire, nous déplacer autrement. Il n'est pas forcément évident de voir quelles actions quotidiennes pourraient contribuer à cette transition. Concrètement, que pouvons-nous faire à notre niveau? La réalité, c'est qu'une chose aussi simple que se déplacer à vélo y contribue. Ce mode de déplacement ne présente que des bénéfices. Il est simple d'utilisation, peu onéreux, rapide, pratique, en phase avec notre époque, s'adressant à tous et toutes, sans distinction sociale ou géographique, est bon pour la santé. Le développement du vélo pourrait nous permettre de réaliser jusqu'à 5 milliards d'euros d'économies en matière de santé. Pourtant, aucune aide financière ne favorise le vélo par rapport à la voiture, alors que cela existe pour les transports en commun. Pourtant, le nombre de vols de vélos est particulièrement élevé. Et pourtant, dans ma circonscription, devant les lycées, trop peu de vélos sont stationnés. Des freins à son développement subsistent, à commencer par les itinéraires cyclables qui ne sont pas toujours continus d'une commune à l'autre. Sans parler du franchissement des grandes infrastructures, sans parler de la sécurisation des parcours et des parkings. Aujourd'hui, moins de 3% des déplacements se font à vélo, quand la moyenne en Europe est de plus du double. Alors que 58% des déplacements de moins de 1 km se font en voiture, autant dire que la marge de progression est énorme. Aussi, Monsieur le Premier ministre, après des années d'attente, vendredi dernier, accompagné du ministre d'État François de Rugy et de la ministre Elisabeth Borne, vous avez présenté un plan vélo pour tripler les déplacements à vélo en 6 ans. Aussi, les 25 freins existants pour faciliter, développer et sécuriser la pratique du vélo comme moyen de déplacement du quotidien. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, vélo ministre de la utilisé, Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle qu'on n'a pas encore mis à jour les intitulés en dessous des noms. C'est bien François de Rugy, député. Oui, alors qu'il est non ministre, seulement votre question, mais votre engagement faut que je note sur de le ce faire. sujet, avec d'autres députés. Vous étiez présent d'ailleurs avec Mathieu Orphelin, avec Bérangère Rabat, à la présentation du plan vélo qui a été faite par le Premier ministre à Angers vendredi dernier. Vous avez raison de souligner à la fois les opportunités de ce mode de déplacement, qui peut être un mode de déplacement vélo, quotidien. vous l'avez, effectivement. On pense beaucoup au centre-ville, mais en réalité, c'est valable aussi dans les quartiers périphériques, dans les communes périurbaines, comme on dit souvent, et dans les villes moyennes, puisqu'évidemment, ce sont plutôt les petites distances ou les distances moyennes. Ce plan vélo permet de répondre à un certain nombre de problèmes qui aujourd'hui freinent l'usage de ce mode de déplacement. C'est tout d'abord 350 millions d'euros qui, sur 7 ans, vont être débloqués par l'État pour aider les collectivités locales, où qu'elles soient, partout en France, pour traiter des points noirs qui rendent la circulation des vélos dangereuse. C'est l'adaptation du code de la route, parce que le code de la route a été fait à une époque où la voiture était dominante, et donc il y a les doubles sens cyclables, là où il y a des sens uniques de circulation, ou ce genre d'aménagement, les protections au feu, qui sont inscrites dans le code de la route. C'est aussi la formation pour les jeunes, pour que tous les enfants qui arrivent en 6e sachent rouler à vélo comme ils doivent savoir nager. C'est une question de bon sens. C'est enfin le forfait mobilité dont vous avez parlé pour les employeurs de toutes les entreprises de France, quelle que soit leur taille, une franchise fiscale et sociale jusqu'à 400 €. Le salarié pourra demander à bénéficier de ce forfait comme il peut demander à bénéficier du remboursement des transports en commun, et l'État le fera de façon exemplaire pour les fonctionnaires. Donc François de Rugy, ministre de l'écologie, qui résume les principales mesures du plan vélo. Merci, Georges Paul-Langevin, député socialiste de Paris, élu depuis 2007. Ma question s'adresse à Monsieur le le ministre ministre de l'Éducation nationale. Je ne sais pas s'il est là. Outre-mer, et là, probablement une question sur Parcoursup. Vous avez confirmé hier matin que 1800 postes allaient être supprimés dans l'éducation nationale en 2019. Effectivement, cette dernière question posée sur 40% sur des Parcoursup. suppressions de postes de fonctionnaires. Là, on parle annoncées, des 1800. alors que l'éducation nationale avait été présentée comme une priorité par ce gouvernement et à ce titre devait être préservée. L'émotion est donc réelle. Par pure idéologie comptable, vous appliquez à l'enseignement une purge qui rappelle celle pratiquée durant les années Sarkozy, avec les dégâts que l'on sait. Cette décision compromet le redressement de l'école initié en 2012 grâce à un grand plan de recrutement et de formation des enseignants, alors que 40 000 élèves de plus sont attendus. Monsieur le ministre, plan auquel elle participait. Elle était à l'époque ministre déléguée chargée de la réussite éducative. De CP et CE1, mais moins sur le fait que le plus souvent,
Les académies procèdent par redéploiement, donc piochent dans le dispositif plus de maîtres que de classes, et maintenant en diminuant les effectifs d'enseignants dans le secondaire. Certes, nous approuvons la priorité au primaire, mais pas au prix de classes surchargées et d'élèves moins encadrés. D'autant que le nombre d'élèves par professeur et par classe n'est déjà pas terrible en France par rapport à la moyenne de l'OCDE. Nous avons, en plus, dans les établissements, moins de présence adulte avec la diminution confirmée des contrats aidés. Face à la violence engendrée par la misère sociale et l'échec scolaire, il est au contraire urgent de renforcer les équipes éducatives, notamment dans les établissements accueillant des jeunes en difficulté. Monsieur le ministre, que répondez-vous à tous ceux qui vous disent que trop c'est trop? Comment allez-vous rectifier le tir face à ce très mauvais signal envoyé à la jeunesse de notre pays? Merci. La parole est à M. Benjamin Griveaux, secrétaire d'État pour la parole du gouvernement. Merci Monsieur le Président. Qui répond, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Paul Langevin, je vous prie d'excuser le ministre de l'Éducation nationale qui lance cet après-midi avec Geneviève Darrieussecq les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale à Clermont-Ferrand, ce qui explique son absence parmi nous. En 2019, le budget de l'Éducation nationale va augmenter de 850 millions d'euros. C'est une augmentation importante dans un contexte général de maîtrise des dépenses publiques. Dans une institution qui emploie plus d'1 million de professeurs, de personnes, le nombre de postes dans l'éducation nationale va baisser de 1800, soit moins de 0,2% des emplois. Et seul le second degré et les services administratifs sont concernés par cette baisse. Cela sera, je veux le rappeler, sans incidence sur le volume d'enseignement grâce à un recours accru aux heures supplémentaires. Et je veux le rappeler également, l'éducation, vous le savez depuis le premier jour que nous avons des débats ici dans cet hémicycle, depuis le premier jour de ce quinquennat, l'éducation est au cœur de la politique du gouvernement. Vous l'avez rappelé, et d'ailleurs, nombre sur les bancs du Parti socialiste ont écrit dans des motions pendant des années que le dédoublement des classes de CP et de CE1 dès le plus jeune âge était une bonne chose. Vous avez, dans le quinquennat précédent, procédé à beaucoup d'embauches de professeurs. Que n'avez-vous fait? La division par 2 du nombre d'élèves dans les classes, dans les quartiers les plus populaires de notre pays. C'est là que se creusent les inégalités. C'est là que les inégalités de destin se sont forgées dans la République depuis des générations. C'est le combat que nous portons. Et nous portons également un autre combat important, celui de la revalorisation et de l'augmentation du pouvoir d'achat des professeurs. C'est bien d'avoir des professeurs, mais c'est bien aussi de reconnaître le travail qui est le leur en les payant mieux. C'est le travail qui a été engagé courageusement par Jean-Michel Blanquer depuis plus d'un an. Sachant que les principaux syndicats de professeurs répondent que ce n'est pas vraiment ce qui est en train de se passer. Merci. Merci Monsieur le Président. Question de Sacha Houlié, député En Marche, c'est son premier mandat, très proche d'Emmanuel Macron. Député, et c'est là une qualité que je vous reconnais. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail, que je remercie également puisqu'elle a lancé le 3 septembre dernier la rentrée de l'apprentissage à Poitiers en visitant 2 CFA et pour promouvoir qui appartient à ce qu'on appelle la bande de Poitiers, qui est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Deux députés très proches d'Emmanuel Macron. Que nous avons porté un des cofondateurs des Jeunes avec Macron, je crois d'ailleurs. Au travers toute la France, puisque vous l'avez traversé la première semaine de septembre, permet de mieux rémunérer les apprentis, permet de passer le permis de conduire, permet encore d'avoir moins de tracasseries administratives, permet toujours de pouvoir financer des contrats, et c'est là un pas vers un élément essentiel de notre programme, le travail. Paul Sauveur demande si c'est beaucoup la majorité des questions, c'est au prorata du nombre de sièges qu'ils ont. L'État les reconnaissait parce qu'ils étaient une voie d'excellence. Et parce que c'est ce que nous voulions promouvoir. Vous leur avez dit que si ce n'est pas leur premier choix, parfois parce qu'ils ne l'ont pas connu lors de l'orientation scolaire, eh bien c'est une belle voie. Vous leur avez dit aussi, parce que vous les avez rencontrés au chef d'entreprise, que vous connaissiez les difficultés. Celles qui font que l'offre aujourd'hui ne rencontre pas la demande. Et que ce n'est pas une polémique, ce n'est pas du bruit qui font que les gens trouvent du travail, c'est notre action résolue tous les jours. Et notre action, c'est un pas, c'est le premier pas que je viens de citer, c'est la loi sur l'avenir professionnel. Notre action, c'est pour le droit du travail, pour un droit au travail pour chacun. Notre action, c'est que le travail nous permet de nous élever socialement, il structure notre vie en société, et c'est par là qu'on s'émancipe. Madame la ministre, nous avons comme objectif de lutter contre le chômage de masse, de sortir les décrocheurs de l'ornière dans laquelle ils sont tombés, de donner à ceux qui n'ont plus d'espoir
une nouvelle espérance de trouver du travail. Alors, il y a des leviers pour ça. Le plan anti-pauvreté, il y a la possibilité d'emploi du plan d'investissement dans les compétences, il y a encore le futur projet de loi de finances. Madame la ministre, nous avons du travail. Pouvez-vous nous donner les moyens qui sont mis à disposition pour que chacun en trouve? La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Comment est-ce que vous allez faire baisser le chômage? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sacha Houlié, oui, vous l'avez dit, la rentrée de l'apprentissage qui a eu lieu la première semaine de septembre m'a permis d'aller dans 5 régions françaises, voire 9 CFA, et constater les premiers effets de la loi pour l'avenir professionnel, la liberté de choisir son avenir professionnel en matière d'apprentissage. À tous les députés qui ont voté cette loi, je voudrais dire déjà qu'un début de changement culturel se voit. Nous avons eu cette année plus 45% de demandes vers l'apprentissage à la sortie de la 3e. Ça n'est jamais arrivé en France. Nous avons aujourd'hui des engagements de toute l'industrie de créer 40 000 places d'apprentissage, des chambres de métiers, la même chose, de nombreux domaines professionnels qui sont prêts à s'engager, sachant que nous n'aurons les compétences de demain que si nous les construisons ensemble, et l'apprentissage est une des grandes voies en complément du statut scolaire pour le faire. Mais cet élan qui démarre sur l'apprentissage et qu'il faudra amplifier s'accompagne et s'intègre dans une politique et une stratégie plus large de lutte contre le chômage des masses. Et je voudrais insister sur un point. Je suis persuadée qu'il n'y a pas de fatalité au chômage de masse en France. C'est important de se le dire, parce que nous sommes la 6e puissance économique du monde, mais nous sommes un des pays d'Europe qui a le taux de chômage, notamment des jeunes, les plus élevés. Alors quels sont nos leviers? Il y en a 4. Les ordonnances et la loi Pacte pour stimuler la croissance, la stratégie compétences qui est engagée. C'est toute la politique de lutte contre la pauvreté à travers l'insertion économique, les entreprises adaptées et tous les dispositifs d'inclusion vers l'emploi que nous développons. Et puis enfin, les règles de l'assurance chômage. Et nous sommes dans quelques jours avec les partenaires sociaux. Ils vont pouvoir commencer à négocier. C'est essentiel. Pourquoi? Parce que oui, il n'y a pas de fatalité pour le chômage de masse. Mais si nous voulons que la valeur travail soit au centre de notre projet de société, nous devons dessiner ensemble l'avenir du travail. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Sébastien Jumel. Député du Parti communiste français. La semaine, nous apprenons comme une trahison à la communauté éducative que près de la moitié des postes supprimés dans la fonction publique en 2019 le seront dans l'école de la République. Nous voulons vous parler d'une autre réalité qui tranche avec l'autosatisfaction du ministre sur les conditions de la rentrée, la scolarisation des enfants handicapés. Dans mon département, en Seine-Saint-Denis comme ailleurs, la rentrée ne répond pas aux angoisses des familles, des enfants handicapés, ni à la détresse sociale des salariés formés, motivés par cette belle mission. Nous contestons vos chiffres car ils ne résistent pas aux nombreuses détresses constatées sur notre territoire. Comment répondre aux parents de Clément Autis, scolarisé en 6e à Dieppe, sans AVS et sans PAC 10? Comment rassurer le jeune Autis scolarisé à Taute, qui voit chaque jour son ancienne AVS s'occuper d'autres enfants? Ce jeune régresse et montre des signes de stress aigus et inquiétants, tout comme Clara à Berneval-le-Grand. Comment enfin ne pas avoir le ventre noué devant les parents d'un enfant trisomique qui attend depuis février la notification MDPH? Alors oui, il y a des enfants sans AVS et des AVS sans emploi. Oui, la totalité des besoins ne sont pas couverts. Oui, de nombreuses familles sont sans réponse. Oui, les compagnons ont vu leur nombre d'heures divisé par 2 sans percevoir l'attestation assédique leur permettant de faire valoir leurs droits. Non, Madame la Ministre, les AESH ne gagnent pas 1 350 € par mois car ils sont le plus souvent à temps partiel imposé. Alors que c'est accompagnant des élèves en situation de handicap. Alors que les MDPH sont asphyxiés. Alors que MDPH, c'est Maison départementale des personnes handicapées. Préfet a envisagé que les RS prennent le relais de cette importante mission, ce qui veut dire Caen à la place de Rouen quand ça ne marche pas chez nous. Comment répondez-vous à cette réalité humaine insupportable? Allez-vous demander aux parents d'enfants handicapés de traverser la rue ou allez-vous prendre des mesures concrètes conformes à la loi de 2005 permettant aux accompagnants de sortir de la précarité? Je vous remercie de votre... Merci, chers collègues. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je voudrais quand même préciser que plus de 340 000 élèves handicapés ont fait leur rentrée. Et pour la moitié d'entre eux, ils n'ont pas besoin d'accompagnants et ont
pu poursuivre une scolarisation de qualité dans beaucoup de dispositifs qui ont été créés. Plus de 8800 ULIS sur le territoire. Maille, 60% des collèges, 60% des lycées peuvent accueillir dans des ULIS. C'est plus de 253 ULIS. Alors oui, la moitié d'entre eux ont besoin d'être accompagnés. C'est vrai. Les budgets ont été sanctuarisés, la rentrée a été anticipée, il y a encore des dysfonctionnements. Mais plutôt que de créer des angoisses pour les parents, je vous invite tous ici, Monsieur le député, je vous invite tous ici collégialement à répondre aux familles. Madame la ministre, s'il vous plaît. Je vous invite collégialement, tous les députés ici, à noter ce numéro de la cellule Aide Handicap École créée par le ministère. Le 0800 730 123, une cellule de l'éducation nationale. 80% des appels sont résolus dans les 24 heures. J'ai failli le mettre à l'écran même carrément. Mais Ça, c'est la réalité de terrain grâce à l'appui de l'inspection académique. Oui, nous avons encore des difficultés et je nie pas AVS, c'est auxiliaire de vie scolaire. Hein, je suis ici juste. Et ULIS, c'est unité localisée pour l'inclusion scolaire. Ils appellent, il s'est résolu dans les 20 cas. Plutôt que de sans arrêt faire peur aux familles, de dénigrer le travail des enseignants. Plus devant la bouche ton micro, s'il te plaît. Pardon. Merci. Ensemble les parcours de ces enfants handicapés qui ont toute leur place à l'école. Les recteurs ont été mobilisés, les inspections académiques. Nous sommes tous collégialement responsables de ce mouvement vers l'école et nous avons besoin de toutes les volontés. Et j'appelle les associations aussi qui font un travail remarquable d'accompagnement, de se mobiliser aussi pour nous aider. C'est un vrai mouvement. Le ministre Jean-Michel Blanquer est mobilisé avec moi pour que ce mouvement vers l'école soit une réussite. Merci, Madame la ministre. La parole est à Madame Michèle Tabarot. Michèle Tabarot, députée Les Républicains, ancienne secrétaire générale de l'UMP. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. À vrai dire, j'aurais aimé pouvoir interroger directement le Président de la République. Car c'est lui qui, le 13 septembre dernier, a reconnu la responsabilité de l'État dans la disparition de Maurice Audin en juin 1957. Alors il faut savoir que le père de Michèle Tabarot est un ancien de l'OAS. Des milliers de soldats de Pied-Noir et de Harkis ont tragiquement disparu. Il a décidé d'honorer un activiste de l'indépendance de l'Algérie. Quelle douleur pour tous ceux qui ont défendu notre pays au péril de leur vie. Si le président veut s'intéresser à l'histoire, il doit la regarder des deux côtés et arrêter de sélectionner entre les mémoires. Mais une nouvelle fois, il a choisi ceux qui se sont battus contre la France, comme il l'avait fait déjà à Alger en qualifiant la présence française de crime contre l'humanité. Jeudi dernier, le président n'a pas eu tout à fait ce qu'il avait dit, je crois. Pour les 25 000 soldats il avait critiqué la présence française en Algérie en étant en Algérie, mais c'était pas ce qu'il avait dit. Il a dit le colonialisme en général. Ce n'est pas leur génération qui avait colonisé ces terres. Ils étaient nés et vivaient paisiblement dans des départements français. De mémoire. Ils ont été abandonnés à leur triste sort. Ce fut le cas notamment en juillet 1962. Des centaines de nos compatriotes ont été tués en une seule journée à Oran, comme le rappelle le récent documentaire de Georges-Marc Benamou. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Le président va-t-il enfin s'intéresser à toutes les souffrances et reconnaître aussi la responsabilité de l'État pour les Français d'Algérie, les harkis et les soldats disparus ou assassinés après les accords d'Évian? La parole est à Madame Florence Parly, ministre des Armées. Question qui ont un certain temps quand même. Hein. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, le Président de la République... Il faut arrêter de réouvrir les vieilles plaies comme ça, je suis assez d'accord, Paul Sauveur. A été torturé, puis exécuté ou torturé à mort. Au-delà du cas de Maurice Audin, dont la mémoire a été inlassablement défendue, notamment dans cet hémicycle par Cédric Villani et Sébastien Jumel, ce qui est reconnu, c'est la part de responsabilité de la France dans l'usage de la torture pendant la guerre d'Algérie. Il était temps que la nation accomplisse un travail de vérité sur ce sujet, au seul regard de nos valeurs, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine. Le président de la République fait le choix de la responsabilité et de la réconciliation, là où, il me semble, vous faites celui
de la mise en concurrence des douleurs. Le chef de l'État a encouragé le travail historique sur tous les disparus de la guerre d'Algérie. Et il fera bientôt des annonces, en effet, fortes en faveur des harkis. La nation est et demeure reconnaissante envers tous ceux qui l'ont servi avec honneur, notamment entre 1962 et 1964, et c'est la raison pour laquelle nous leur accorderons dès 2019 la carte du combattant. C'est une annonce, ça, je crois qu'on n'en avait pas entendu parler. Oui, tout à fait, bien sûr. Enfin, il me semble pas que, que ça a été annoncé autre part avant. Donc on voit une standing ovation de la majorité. Alors, un peu de responsabilité et un peu de respect pour nos forces, pour nos anciens combattants, pour l'ensemble des victimes de la guerre d'Algérie et leurs familles. Et pour eux, au moins, faites preuve d'un peu de dignité. Merci, Madame la Ministre. Très solennel dans son ton. La personne avec l'araignée sur la veste, je pense que c'est Cédric Villani qu'on a. La parole est à Madame Christine Cloarec. C'est une lavalière. Merci Monsieur le Président. Ma question à laquelle j'associe ma collègue Claire Pitola s'adresse à Madame Agnès Buzyn, ministre Christine des Solidarités Cloarec, et de la députée En Marche. Madame la Ministre, jeudi dernier, le Président de la République a dévoilé la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté et porté un message clair. Faire plus pour ceux qui en ont moins, replacer la personne au cœur de notre politique sociale. Un plan pauvreté qui s'articule autour de 5 axes. L'égalité des chances dès les premiers pas, la garantie au quotidien des droits fondamentaux des enfants, un parcours de formation assuré pour tous les jeunes, le foulard autour du des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs. J'ai eu un doute en le disant et puis une fois que c'était sorti. L'investissement pour l'accompagnement de tous vers l'emploi. En amont de ce plan, Monsieur le Premier ministre a confié une mission relative à l'accompagnement des bénéficiaires du RSA à notre collègue Claire Pitola et à Mathieu Klein, ainsi qu'une mission sur la juste prestation sociale que j'ai eu l'honneur de mener avec Julien Damon. À l'issue de nos travaux respectifs, nous avons partagé des constats et des propositions. Il nous faut, entre autres, lutter contre le non-recours aux prestations dû à la méconnaissance des dispositifs et à la complexité de notre système. Il nous faut aller vers et simplifier. Question très importante. Être plus contemporain. Le calcul des prestations doit correspondre à la situation de la personne au moment de la demande. Être plus réactif. Le premier versement des prestations doit être suivi d'un accompagnement dans le mois qui suit. Aujourd'hui, 50% des bénéficiaires du RSA ne sont toujours pas accompagnés au bout de 6 mois. Inciter à la coordination revenu de solidarité active entre acteurs, mobiliser et associer accompagnants et accompagnés, allocataires et gestionnaires, développer l'idée du référent unique et la coordination des acteurs. Tout comme ces constats et propositions qui concernent les droits sociaux et l'investissement vers l'accompagnement vers l'emploi, pour l'accompagnement vers l'emploi, la large concertation conduite par le gouvernement et les parlementaires a permis l'élaboration de ce plan pauvreté dans son ensemble. Les 21 mesures qu'il comporte nécessitent désormais de construire ensemble l'État-providence du XXIe siècle et être suivi des faits. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer sur le calendrier et les modalités de mise en œuvre à venir? Je vous remercie. Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Qui va répondre à une question sur le plan pauvreté. Merci Monsieur le Président Ferrand, Madame la députée Christine Cloarec. D'abord, avant de vous répondre, je voudrais vous remercier encore pour la qualité du rapport que vous avez écrit avec Julien Damon sur la juste prestation et qui nous a permis d'esquisser de nombreuses pistes. La réalité que vous décrivez est accablante, mais malheureusement pas nouvelle. Face à elle, les gouvernements de droite comme de gauche ont tous adopté la même stratégie curative, soigner, tenter de répondre a posteriori, adoucir la pauvreté, ne traiter que les symptômes. Le résultat, la pauvreté est devenue un héritage familial. Les inégalités de destin se sont installées selon l'endroit où vous êtes né, la famille dans laquelle vous avez grandi, l'école dans laquelle vous avez étudié, et votre sort... Bourdieu, si tu nous entends. Aujourd'hui, le rapport de l'OCDE le montre, il faut 180 années à un enfant pauvre pour que ses descendants accèdent à la classe moyenne. 180 ans, c'est 6 générations. Ce constat, nous le refusons, nous refusons la fatalité sociale. Et comment agissons-nous? En attaquant les inégalités à la racine, en agissant contre ces inégalités de destin qui se sont installées et perdurent au fil du temps.
Le cœur de notre combat, c'est la prévention de la pauvreté, et ce, dès la petite enfance. Mais comme l'invite à le faire votre rapport, notre stratégie vise également à en finir avec un système complexe, illisible. La stratégie sera mise en œuvre sur les 4 années à venir, avec des mesures engagées dès 2018 dans le PLF et le PLFSS. Notamment, elle fait allusion à une loi de la mesure d'un guichet unique. Sociale sera portée par le gouvernement en 2019. Pour les mesures les plus complexes, comme l'allocation unique d'activité, la mise en œuvre pourra s'étaler jusqu'en 2022. Le cœur même des politiques sociales, ce n'est pas que les plus pauvres vivent un tout petit peu mieux dans la pauvreté, c'est qu'ils s'en sortent. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Cyril Isaac Sibyl. Qui est donc député MoDem et fils d'ancienne députée. Co-rapporteur de la mission d'information parlementaire sur la prévention santé en faveur de la jeunesse. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. C'est un ancien médecin ORL. Le dieu grec de la médecine, Esculape, avait 2 filles, Igée, déesse de la prévention, et Panacée, déesse des soins. Le président de la République, après avoir présenté sa stratégie contre la pauvreté il y a 5 jours, a annoncé ce matin sa stratégie pour transformer notre système de santé. Stratégie, au pluriel, qui apporte une vision claire et donne une cohérence d'ensemble à la politique sociale et sanitaire de la majorité. C'est l'ordonnance de 1945, créant le système de la sécurité sociale sur le modèle bismarckien, qui a entériné la séparation des médecines curatives et préventives. Face à ce constat, il nous faut réconcilier Igée et Panacée en poussant encore plus loin ce décloisonnement et en venant au secours de 2 acteurs en difficulté de la médecine que j'appelle sociale, la PMI et la médecine scolaire. Madame, l'âge de l'instruction obligatoire ayant été abaissé PMI, c'est protection maternelle et infantile. infantile. Également abaisser l'âge de la visite médicale scolaire obligatoire à 3 ans pour agir le plus précocement possible. Face à la pénurie de médecins scolaires et PMI, souhaitez-vous étendre encore plus loin l'exercice médical mixte pour que les médecins exerçant en milieu médical ou hospitalier puissent venir consulter au sein des établissements scolaires et PMI? Enfin, afin de connaître l'effort budgétaire dévolu à la prévention, est-il envisagé dans le PLFSS 2019 d'établir un document de politique transversale, dit orange budgétaire, comme l'a à 2 reprises préconisé la Cour des comptes? PLFSS, c'est le projet de loi de finances de la sécurité Merci. sociale. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député Cyril Isaac Sibyl. D'abord, merci pour cette question qui me permet de saluer, là encore, la qualité du travail que vous avez accompli avec Erika Barrect sur la prévention santé en faveur de la jeunesse. Dans ce rapport, vous proposez des solutions pour la mise en œuvre pratique d'une politique de prévention ambitieuse permettant de réduire les inégalités de destin. Et nous en reprendrons de nombreuses, Monsieur le député, car vous avez raison. Plus les actions de prévention et de promotion de la santé interviennent tôt, plus elles sont efficaces et toutes les données disponibles montrent que les inégalités de santé se creusent avant 6 ans, voire pour certaines d'entre elles avant l'âge de 3 ans. Votre ils ont parlé du bombardement français de la Syrie. Non. Lutte contre la pauvreté dévoilée Ça a été évoqué par le président la semaine dernière. de la République. Un des axes énoncés doit justement nous permettre de rompre avec la reproduction de la pauvreté par la prévention dès le plus jeune âge. Nous allons renforcer l'accompagnement et la prévention qui sont assurés aujourd'hui par la protection maternelle et infantile notamment, à destination des publics les plus vulnérables. Comme vous nous l'invitez, nous allons également faire évoluer les missions des PMI et nous nous appuierons sur le travail que conduit actuellement Madame la députée Michèle Peyron. Enfin, avec Jean-Michel Blanquer, nous avons ouvert hier le séminaire dédié au lancement du parcours santé, accueil, éducation des enfants âgés de 0 à 6 ans. Comme vous le recommandez, ce programme va renforcer la cohérence des actions du gouvernement en matière de prévention, bien au-delà des seuls acteurs du champ de la santé. Enfin, ainsi que vous le mentionnez, les crédits alloués sont épars, mais le gouvernement pourra fournir un rapport annuel transversal des moyens dédiés à la prévention. Monsieur le député,
vous pouvez être assuré que le chantier est engagé et que nous allons maintenir le cap dans les mois et les années qui viennent. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Hugues Ratenon. Jean-Hugues Ratenon, député de La Réunion, pour le parti Résistance Égalité 974. Monsieur le Premier ministre, militant anti-pauvreté. C'est la main sur le cœur qu'Emmanuel Macron nous a promis d'éradiquer la pauvreté. Le compte n'y est pas. Et donc, comme vous voyez, son parti est classé plutôt à gauche, puisqu'il est dans le groupe. Par ses annonces, il devient l'artisan principal de l'apartheid social qui fait et fera des ravages dans notre société. Elle déstabilise des millions de vies, ronge nos familles, tue dans l'indifférence. Le président des riches confirme qu'il est aussi le président anti-pauvre. Excuse-moi, mais ça passe. Je peux un peu stressé. Est-ce que c'est sans doute sa première question, j'imagine? Non, on l'a déjà entendu, mais visiblement il a la voix sèche. C'est cassé. Il est peut-être malade, tout simplement. D'accord. Voilà, oula. Écoutez, nous allons passer... Il y a peut-être pré-froid avec la clim de l'avion pour venir en métropole. On fait 22 heures d'avion pour être riche. Ah. Jean-Luc Mélenchon qui essaie de s'exprimer. Mais non. Et voilà, c'est l'histoire des 22 heures d'avion pour revenir. En même temps, on a coupé la parole à Jean-Luc Mélenchon parce qu'il n'avait pas la parole. Mon cher collègue, si vous pouvez trouver le moyen de retrouver la voix, je vous redonnerai la parole tout à l'heure pour poser votre question. Question qui portait sur la pauvreté. C'est original, ça. La parole est à Monsieur Thomas Mesnier. C'est original comme situation. T'avais déjà vu ça? Moi, Non, c'est la première fois. Merci Monsieur le Président. C'est pas absurde. Hein, Ma question oui, bien sûr. s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la Ministre, comme vous, il y a un peu plus d'un an, j'étais encore médecin à l'hôpital public. Comme vous, j'ai vécu de près le gâchis humain, tous ces rêves brisés de jeunes voulant devenir médecins face au numerus clausus. Parce qu'on pensait qu'avec moins de médecins, il y aurait moins de malades. Comme vous, je sais la réalité des difficultés d'accès aux soins pour nos concitoyens quand ils en ont le plus besoin. La carte n'est pas mise à jour, mais Thomas Mesnier, c'est un député En Marche, pour répondre à ces ancien médecin. J'ai vécu de l'intérieur la réalité des services d'urgence qui, dans ce contexte, sont souvent la seule solution. Comme vous, je sais le dévouement des professionnels de santé au quotidien pour tenir à eux seuls notre système de santé à bout de souffle. À bout de souffle, faute de réformes d'ampleur depuis 1958, à une époque où nous étions moins nombreux, où on vivait moins longtemps et où l'enjeu était de soigner des maladies infectieuses aiguës. La médecine a progressé, la population a vieilli, les pathologies chroniques se sont développées, notre système n'a pas su évoluer, de plus en plus hospitalier, de plus en plus centralisé. Madame la Ministre, le diagnostic de notre système de santé est unanimement partagé. Il nous faut le réinventer. Ce n'est pas aux Français de s'adapter au système, mais au système de s'adapter aux Français. Nous avons besoin de plus de temps médical. C'est littéralement ce qu'a dit Macron ce matin dans son discours sur le plan santé. Ok, j'ai pas pu écouter le discours. Le président de la République a annoncé ce matin un grand plan santé. Encore une question compliquée apparemment pour la ministre de la Santé. Absolument. Pouvez-vous, Madame la Ministre, revenir devant la représentation nationale sur les axes majeurs de cette réforme et leur mise en œuvre? Ce que l'on appelle traditionnellement une question choupa. Tout à fait, je savais pas si j'avais le droit de le dire. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Donc on attend vos émotes. Sucette. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député Thomas Mesnier. Effectivement, le constat est largement partagé. Notre système de santé est de grande qualité, mais il a besoin d'un second souffle. Beaucoup de questions choupa. Aujourd'hui, ni les patients qui n'arrivent pas à accéder rapidement à une médecine de qualité près de chez eux, ni les professionnels de santé. Une question choupa, Stéphane pose la question, c'est quand un député de la majorité pose une question dans l'unique but de mettre en avant le travail du ministre à qui il s'adresse. Ne nous permet pas de faire face aux évolutions démographiques, techniques. Madame la ministre, présentez-nous à quel point votre plan santé est merveilleux et parfaitement adapté aux enjeux de la France aujourd'hui. On doit répondre aux rigidités d'organisation qui entravent notre système de soins. Le plan que nous avons présenté aujourd'hui repense entièrement le système de santé avec pour une image de Monsieur Ratenon en train de grignoter un truc. Remettre le patient au centre pour garantir à chacun des Français un accès à des soins pertinents et de qualité. Nous avons pris 3 orientations. D'abord, améliorer la qualité des prises en charge pour tous et sur tous les territoires. Deuxièmement, créer un collectif de soins au service des patients et redonner aux professionnels en exercice du temps pour soigner.
Troisièmement, adapter les métiers et les formations aux enjeux de demain. C'est ce que nous faisons avec la suppression du numerus clausus, le décloisonnement des études de santé et une meilleure reconnaissance des parcours. Donc des mesures pour avoir plus de médecins. Il n'y a pas de solution sectorielle, pas de solution catégorielle, pas de recette miracle. L'amélioration de notre système de soins doit passer par un plan d'ensemble ambitieux, pensé, partagé par les acteurs et les professionnels. Ce seront au total 3,4 milliards d'euros qui seront consacrés dans les 4 ans à ce plan, dont près de 1 milliard d'euros en faveur de l'investissement hospitalier. Ce n'est pas en essayant de colmater les brèches que nous allons réussir, mais bien en traitant les fragilités à la racine, la médecine de ville et l'hôpital, le privé et le public. Je vous remercie. La parole est à Madame Béatrice Descamps. Béatrice Descamps, députée UDI Agir et Indépendant Ma question du Nord. s'adresse à Madame Cluzel. Premier mandat. Madame la Ministre, il y a 2 semaines, la plupart des écoliers, collégiens et lycéens français ont repris le chemin de l'école. Question sur l'éducation nationale. Vous l'avez dit tout à l'heure, près de 341 000 élèves sont en situation de handicap, soit 20 000 de plus qu'en 2007. Cette hausse constante s'inscrit pleinement dans le cadre de la loi 2005, qui a permis des avancées majeures dans la politique de la scolarisation de ces élèves. Aujourd'hui, 175 000 d'entre eux peuvent bénéficier d'une aide humaine. Vous avez, Madame la Ministre, avec Monsieur Blanquer, préparé la rentrée en créant des postes supplémentaires d'AVS ou d'AESH et en portant un regard attentif aux classes d'Ulysse. Vous expérimenterez aussi des pôles inclusifs localisés dans chaque académie au cours de cette année scolaire pour une nouvelle vision allant vers une prise en charge globale dans un projet collectif, ce qui me paraît particulièrement bien pensé. Toutefois, cela a été dit tout à l'heure, nous savons qu'aujourd'hui des difficultés demeurent. Des familles et des enfants restent toujours dans l'attente de l'arrivée de l'accompagnant, pourtant notifiés, certains d'entre eux n'ayant pu à ce jour passer la grille de l'école, et ce, malgré la cellule aide handicap école que vous avez mise en place. La France a fait un choix honorable, celui d'aider et d'adapter les besoins éducatifs pour les élèves en situation de handicap. Pourriez-vous, Madame la Ministre, rassurer pour aujourd'hui et pour demain ces familles et ces jeunes particulièrement inquiets? Merci. Merci, Madame la Question députée. sur l'accompagnement des Cluzel, élèves handicapés. secrétaire d'État aux personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée, de votre question qui me permet de compléter ma réponse. Oui, cette école inclusive, ce n'est pas l'école de demain, c'est déjà l'école d'aujourd'hui. Il nous faut la transformer, c'est une vraie transformation. Il nous faut déplacer le centre de gravité du médico-social où des professionnels connaissent bien les besoins éducatifs particuliers des élèves hors des établissements, dans les écoles, les collèges et les lycées. C'est déjà une réalité. J'étais mardi dernier au lycée de la Bourdonnière à Nantes où depuis 30 ans, des élèves avec des besoins éducatifs particuliers et médicaux Nantes en Bretagne, du coup, totalement si on se réfère au début. Ce chemin, c'est celui que je vous laisse avec Jean-Michel Blanquer. Nous lançons une concertation parce que nous voulons réussir ce processus et améliorer qualitativement le parcours scolaire. Aujourd'hui, nous devons absolument accompagner les enseignants sur les adaptations pédagogiques possibles. Nous développerons une plateforme numérique de ressources pour que justement les adaptations soient au plus près. Nous formons la communauté éducative dans son ensemble. Donc c'est une école différente, une école qu'il nous faut travailler aussi avec les collectivités locales, car nous aurons besoin aussi de plus de place si nous voulons déplacer les plateaux techniques dans les écoles. Nous devons avoir plus qu'un seul fronton pour rentrer tous ensemble, que les fratries, enfants handicapés ou pas, rentrent ensemble dans l'école de la République. C'est cette école que nous travaillons avec Jean-Michel Blanquer. Elle est encore à construire et c'est pour ça que nous avons besoin de tous, notamment des collectivités locales, je l'ai dit, mais surtout des associations. Nous y travaillons avec Jean-Michel Blanquer et nous devons aussi améliorer, déprécariser financièrement les accompagnants qui font un boulot remarquable et nous travaillons sur l'harmonisation des deuxièmes temps employeurs possibles. Donc nous sommes tous mobilisés, conjointement le ministre de l'Éducation nationale, la ministre de l'Enseignement supérieur, car nous parlons de parcours vers l'enseignement supérieur, pour que cette école inclusive soit une vraie réalité dès demain. Merci. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Fanette Charvier. Fanette Charvier, députée En Marche, premier mandat, ancienne superviseure technique en centre d'appel.
très impliqué dans le rejet lors de son premier passage devant les eurodéputés le 5 juillet dernier, une version légèrement remaniée du projet de directive européenne sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique a été finalement adoptée par le Parlement européen mercredi dernier à une large majorité. Madame la ministre, je tiens à sais pas si vous vous rappelez, c'est un sujet qui avait été évoqué dans It's the Economy Stupid il y a quelques mois, l'émission avec Stupid Économique sur Acropolis. Faisant de la France le principal fer de lance de cette adoption. Revisionner du coup. Évidemment. Même s'il ne règle pas sur Acropolis Replay ou sur Stupid Économique. Il aille plus loin sur certains aspects. Mais sur Acropolis Replay, c'est mieux évidemment. Vote d'un tel texte et de ses impacts en faveur des industries culturelles et des médias européens. Il était de notre devoir de protéger les professionnels du secteur face notamment aux géants du numérique. Il était également question de protéger notre diversité culturelle et notre souveraineté. En mai dernier, l'Assemblée nationale était saisie d'une proposition de loi visant à créer un droit voisin au profit des éditeurs de services de presse en ligne. Si nous étions convaincus de la nécessité d'instaurer un tel droit dans un secteur aujourd'hui en pleine mutation, le groupe La République En Marche avait décidé de vous soutenir et de repousser ce texte afin de ne pas interférer dans l'initiative européenne. D'aucuns nous prédisaient alors un report sine die de la directive. Aujourd'hui, ce vote favorable au Parlement européen vient démontrer le bien fondé de la stratégie qui a été suivie. Souriez, on vous prend en photo. Le Parlement européen est un acte important. Il ne s'agit là que d'une étape. Un certain nombre de mois et d'intenses tractations sont donc encore nécessaires. Madame la ministre, pourriez-vous nous présenter les grandes avancées contenues dans ce projet de directive et nous indiquer à quelle échéance cette protection du droit d'auteur pourrait devenir effective dans les États membres? La parole est à Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Question complexe cette directive, parce qu'il y a un vrai débat autour de l'article 13 apparemment de la directive. Monsieur le Président, Mesdames interdirait les mêmes. Madame la députée Fanette Charvier, évidemment, je me réjouis du vote du Parlement européen en faveur de la directive droit d'auteur votée la semaine dernière. Le gouvernement s'est mobilisé sans relâche. J'étais moi-même à Strasbourg la veille du vote. Cette directive, c'est une avancée majeure qui permettra de renforcer la capacité des créateurs et éditeurs de contenu à être rémunérés lorsque les plateformes utilisent leurs œuvres et leurs contenus, et ce, dans le respect des droits et libertés des utilisateurs d'Internet. La création d'un droit voisin pour les éditeurs de presse permettra d'assurer une meilleure rémunération lors de la reproduction en ligne de leurs articles. Une responsabilisation accrue des plateformes garantira un meilleur partage de la valeur liée à la diffusion des œuvres en ligne au bénéfice des créateurs. Enfin, le texte consacre droit à une rémunération juste des créateurs, et proportionnelle des créateurs. Ce vote n'aurait pas été dénoncé par les opposants à la sans directive. l'élan formidable et solidaire des créateurs et des éditeurs pour la diversité culturelle en Europe. Et protéger les créateurs à l'heure du numérique, c'est aussi garantir aux utilisateurs d'Internet toujours plus de diversité et de richesse dans les contenus culturels. Les discussions entre le Parlement, le Conseil je vous invite à aller lire les avis pour et contre désormais débuter. Que vous pourrez trouver dans les journaux. Sera c'est pleinement intéressant, mais afin que la suite des négociations consacre plus mesuré des que ça. solutions équilibrées au bénéfice du public, des créateurs et du pluralisme de la presse. Je souhaite que la transposition de la directive intervienne le plus rapidement possible après l'adoption définitive du texte. Merci Madame la Ministre. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Hugues Ratenon. Donc Jean-Hugues Ratenon, qui est député de La Réunion, qui a retrouvé sa voix, Monsieur espérons. le Premier ministre, c'est la main sur le cœur qu'Emmanuel Macron nous a promis d'éradiquer la pauvreté. Le compte n'y est pas et la pauvreté n'est pas près de disparaître. Par ces annonces, il devient l'artisan principal de l'apartheid social qui fait et fera des ravages dans notre société. Elle déstabilise des millions de vies, ronge nos familles, tue dans l'indifférence. Le président des riches confirme qu'il est aussi le président anti-pauvre. Son revenu universel d'activité qui maintiendra les pauvres dans la précarité. Son service public d'insertion alors qu'il rabote le service public. Sa promesse d'insertion par l'activité économique alors qu'il brise l'activité économique en disloquant le pouvoir d'achat.
rien pour la gratuité des cantines, rien pour l'emploi des jeunes, rien pour l'accès à la santé, rien pour nos artisans, commerçants, agriculteurs, rien pour le million de travailleurs pauvres, rien pour nos retraités, pas un mot, pas un regard pour les millions, pour les Outre-mer. Dieu m'en frappé. Alors ma question, Monsieur le Premier ministre, allez-vous continuer à faire confiance au président Macron ou allez-vous démissionner pour traverser la rue et trouver un autre emploi? Merci. Hop, pour traverser la rue. Numéro 3. Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Monsieur le député Jean-Hugues Ratenon, je suis heureuse que vous ayez retrouvé la voie. Ça me permet de vous répondre. Effectivement, vous n'avez aucun intérêt à ce que nous arrivions à résoudre la pauvreté dans ce pays, car vous en vivez, vous vous en nourrissez. Vous n'avez pas lu ce plan. Vous n'avez pas lu ce plan. C'est pas vraiment ça, pas vraiment choupa, non, dignité, les chances de s'en sortir. Ce plan, c'est un plan qui lutte contre les inégalités à la racine, dès l'enfance. Il s'occupe des crèches, il s'occupe de l'éducation, il prend en compte les besoins de santé fondamentaux des enfants. Il s'occupe des enfants décrocheurs. On écoute la réponse, s'il vous plaît. Écoutez la ministre. Il permet à chacun de trouver un emploi, une réinsertion dans la vie professionnelle grâce à donc vous avez bien fait de rester. Il va permettre l'accès aux un peu d'ambiance à la fin. Et aux allocations grâce à un revenu universel d'activité, ce qui va permettre d'éviter le non-recours. Monsieur le député Ratenon, je vous demande de venir me voir au ministère. Je vais vous expliquer ce qu'il y a dans ce plan. Venez me chercher. Vous ne pouvez pas transmettre de fausses informations à nos concitoyens. C'est un plan ambitieux, c'est un plan nouveau. C'est un plan qui donne la chance à chacun de s'en sortir. Je vous remercie. Réponse virulente de la pression de la santé. Le gouvernement est terminée. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Voilà, c'est la fin de ces questions au gouvernement. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-nous tout. Qu'est-ce que tu en as pensé, Sylvain? C'était la dernière réponse, c'était une violence incroyable. Oui, c'était effectivement, ça tapait fort. Hein. On retient pas ses coups. Vous vivez de la pauvreté et vous ne voulez pas que la pauvreté soit disparaisse parce que c'est ce qui vous permet de vivre politiquement. Vous, donc elle s'adresse à la France insoumise, hein, clairement. Et sans doute à toute l'opposition de gauche. Vous appréciez la pauvreté parce que ça vous permet d'en vivre. C'est un capital politique pour vous. C'est très violent. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces questions d'actualité du jour? Je suis à peu près sûr que si cette question avait eu lieu en milieu de séance, les députés seraient sortis. Tout à fait, effectivement. Comme c'est la dernière question, ça vaut pas le coup. Mais en milieu de séance, ça aurait sans doute fait beaucoup, encore plus de bruit que ça n'en a fait. Comme vous l'avez relevé, effectivement, derrière, ça hurlait. On avait des députés qui j'ai vu passer un comme des gosses, je sais pas si on peut dire ça, ils expriment leur mécontentement, ce qui est normal vu ce qu'a dit Madame la Ministre de la Santé. C'est revenu le mardi et le mercredi les QAG? Non, pas encore, on est encore en session extraordinaire. Donc ce n'est que soit les mardis, soit les mercredis, j'ai l'impression que ça change. Là c'est le mardi, le mercredi c'était la semaine dernière parce que c'était la vraie reprise, mais normalement ce sera le mardi pendant la session extraordinaire. Ok, voilà. Normalement. Question, il est du groupe FI, mais il est aussi du parti FI, où ils ont juste pris des Outre-mer pour faire non. Alors je peux pas te dire pourquoi ils ont... Donc question de Fanny Dufosse, pardon. Je peux pas te dire pourquoi ils ont pris des Outre-mer, sans doute parce qu'il y a aussi des convergences de points de vue. Mais à ma connaissance, il n'est pas du parti FI, il est du parti Résistance quelque chose 974. L'ordi m'a lâché, donc j'ai plus toutes les infos. Mais c'est un parti local spécifique à La Réunion. Exactement, ouais, c'est un parti réunionnais, parce que donc il est député de La Réunion. Et il prend l'avion, ce qui lui fait mal à la gorge. Tout à fait, 22 heures d'avion, comme il l'a souligné, comme Jean-Luc Mélenchon l'a souligné, je crois. Ouais. Alors 22 heures d'avion depuis La Réunion, il a dû prendre un détour parce que c'est pas 22 heures. C'est pas 22 heures? Non. Je l'ai pas fait, à titre personnel pour l'instant, mais je suis sûr que c'est pas 22 heures. 22 heures, c'est pour aller en Australie, par exemple. Oui, c'est pour aller de l'autre côté. Alors le parti Résistance ne s'écrit pas comme ça, hein. C'est Résistante avec un Z à la fin. Voilà, on a eu effectivement une question sur la guerre d'Algérie, sur la reconnaissance qui a été faite par Emmanuel Macron de la responsabilité de la France dans certaines exactions qui ont eu lieu pendant la guerre d'Algérie. 6 heures pour la réunion, nous dit Charles Maurice. Merci. Moi j'ai 11 heures sous les yeux. Là. Donc 11 heures, 6 heures, qui dit mieux, on va... Je suis en train de faire une fact-checker en direct. Voilà. Voilà, 11 heures, c'est ce que nous dit le chat. D'une durée moyenne de 11 heures, généralement de nuit.
Voilà, 11h. Donc oui, qu'est-ce que vous avez pensé de ces questions au gouvernement? Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous, si vous aviez été ministre? Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Bon, donc on débat sur le temps de trajet jusqu'à la Réunion. Ok. Ça dépend de combien de temps tu restes coincé à Orly à cause de Booba et Caris. Effectivement. Après, Orly, c'est à Paris déjà. Hein, donc s'il vient de la Réunion, à la limite, il peut rester pour observer, mais il n'est pas gêné au départ. C'est plutôt pour repartir. 11h x 2 égale 22h. Pas bête. Bonne remarque de Coury. Beaucoup de questions Choupa. Moi, j'ai trouvé aussi que c'était, même de l'UDI par exemple, des questions assez... c'était pas tout Choupa, mais en tout cas pas de questions extrêmement dures, à part quelques questions de l'opposition, mais voilà. Cela dit, si le pavé de la pauvreté, c'est bien que le gouvernement ne répond pas aux attentes des pauvres, c'est pas très malin comme réponse. Effectivement, c'est un point de vue qui... Mais en fait, l'argumentation qui est tenue par l'opposition de gauche, c'est... les arguments qui sont tenus par l'opposition de gauche, c'est de dire que ce plan contre la pauvreté va pas loin, d'une part, et d'autre part que, vu les mesures précédentes qui retiraient des fonds à des dispositifs qui luttaient contre la pauvreté, ce plan permet juste de remettre de l'argent là où on en avait enlevé les mois qui précèdent, quoi. Donc voilà. Question Choupa et running gag sur la traversée de rue. Effectivement, on a eu 3 ponts traversés de rue, si je dis pas de bêtises. C'est possible, j'ai pas compté. Il me semble en avoir compté 3. Ce qui me gêne toujours, c'est que Houllier ne se comporte quasiment jamais en député, même de la majorité, mais toujours en porte-parole du gouvernement, voire de l'Élysée. Effectivement, il est très proche de l'Élysée, donc il est amené à prendre cette position-là. Effectivement. Mais bon, en même temps, il est de la majorité, c'est pas complètement étonnant. Pas de vraie question, juste des occasions données au gouvernement d'étaler ses trucs et de faire des beaux discours. QAG productive. Le truc des bacheliers, par exemple, tout le monde sait que c'est une catastrophe. À l'île OH, tu parles de Parcoursup, j'imagine? C'est quand même vraiment du foutage de gueule pour des néolibéraux de dire que la gauche vit de la pauvreté. Bon après, moi, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai été engagé à gauche, donc effectivement, je suis plutôt d'accord. Je pense pas que la gauche vit de la pauvreté, mais bon, c'est une opinion perso. S'il y avait plus de pauvres, effectivement, ils n'existeraient pas politiquement, et ils sont là, du coup, faut aller à la conclusion. Je suis pas sûr que la gauche manquerait de sujets s'il y avait plus de pauvreté, pour être tout à fait honnête, il reste des sujets à la gauche. Il resterait des bourgeois, de toute façon. Il resterait des bourgeois, tout à fait, tout à fait. Houllier a été l'un des premiers fidèles à Macron, effectivement, c'est ce qu'on appelle la bande de Poitiers, qui est donc une bande de députés plutôt jeunes en moyenne. Il n'y a pas que des députés, je crois. Il y a plusieurs députés, mais... plusieurs députés, pas que des députés, mais de très proches de Macron, qui ont été parmi les premiers à les rejoindre, avec notamment Gabriel Attal aussi, Sacha Houllier, enfin voilà, donc des proches de Macron, ouais. Un numéro de com pour les uns et les autres qui ne va pas vraiment dans le fond. Mais en même temps, les questions, Paul Sauveur, les questions au gouvernement, c'est de la communication. C'est précisément les députés qui posent des questions au gouvernement, communiquez sur votre action, dites-nous où vous en êtes, et moi je suis pas d'accord sur ce point-là, qu'est-ce que vous avez à me répondre, cher ministre, voilà. Donc c'est effectivement, par définition, les questions au gouvernement, c'est un peu un exercice de communication. Coopération Travers de Rugy, Travers parle sur le glyphosate et de Rugy pédale. Ouais. Je pense que pédale par rapport au jeu de mots du plan vélo. Ah oui, peut-être. Pédale. Peut-être, effectivement, de Rugy qui a répondu, qui a évoqué le plan vélo. S'il n'y avait pas de pauvres, il n'y aurait pas de riches et donc pas de macronistes. Ouais. Ok. C'est la même logique, effectivement. Oui. Sur un terrain de foot, il y en a un, par exemple, par équipe de libéraux. Alors non, il n'y a pas forcément de libéraux dans chaque équipe de foot, je ne peux pas laisser dire ça. Les libéraux, c'est ceux qui courent très vite, c'est ça? Pas du tout, ça c'est les ailiers. Les libéraux, c'est un défenseur central, légèrement en retrait de la défense centrale. D'accord. Dans une défense à 3. Mais qui est assez libre dans son placement, c'est pas ça? Non. Non, bon ok, non. Je suis nul en sport. J'admets sans aucune peine. Écoute, séance de rattrapage ce soir pour Liverpool PSG, on regardera ensemble chez Spike. Mais le là et on le commente en stream. Au cas où vous vous demandez, on ne peut pas, on n'a pas les droits. Donc voilà. Il y a le Canard enchaîné qui a sorti une news sur Benalla à l'instant. Il était en déplacement en Angleterre. Il y a moyen qu'un député en parle. Dans la mesure où la séance des questions gouvernement est terminée, je doute qu'un député va en parler. Mais il était en déplacement en Angleterre où, quand, quoi, comment.
Si tu peux nous éclairer à Lilo. Et puis pour le coup, je vois pas ce que le gouvernement répondrait à... Oui, clairement, la séquence Benalla est un peu passée en fait, d'une certaine manière. Hein. Peut-être qu'il va y avoir à nouveau une machine qui sera remise dans la pièce avec l'audition de Benalla demain. Mais... Qu'on vous invite à venir suivre sur Acropolis, évidemment. Tout à fait. On sait si elle est à huis clos ou pas, ou toujours pas? J'ai pas eu d'informations encore à ce sujet. Okay, à mon avis, on le saura à la dernière minute. Hein. Ouais, ok. Donc bon, si elle n'est pas à huis clos, comme on vous l'a dit en début de stream, on la commentera demain, donc demain matin tôt, vers 8-9h, c'est ça? C'est 8h30. 8h30. Donc on prendra l'antenne un petit peu avant, quand même, histoire de dire bonjour. De dire bonjour et de prendre un café. Si elle n'est pas à huis clos, donc on la commentera. Et si effectivement il s'avère qu'elle est à huis clos, comme on vous l'a dit, on fera un petit stream pépère d'une petite heure, vous et moi et Sylvain, on pourra discuter, vous pourrez nous poser des questions, et ce sera peut-être une bonne occasion de faire connaissance, puisque je suis nouveau sur Acropolis. C'est quelle heure la séance Benalla? Donc 8h30 demain, donc on prendra l'antenne je pense vers 8h15, 8h, un truc comme ça. Oh, 8h15. 8h15, ouais. C'est le matin. Hein. Ouais, voilà. Ça va être une matinale sans météo en fait. Bon, on pourra se mettre la météo à côté si vous voulez qu'on fasse la météo. On sera une matinale du lundi mais le mercredi avec une audition de Benalla. Et on appellera ça comme un mercredi. Comme un mercredi. Les LREM qui disent que l'audition de Benalla n'apportera rien alors que le mec est le cœur de l'affaire, c'est cocasse. Effectivement, le mec est le cœur de l'affaire, c'est le cas de le dire. Et en fait, sans cette commission d'enquête, le gros de l'affaire Benalla aurait été mis sous le tapis vu ce qui est arrivé à la commission d'enquête. À la commission des lois constituée en commission d'enquête, pour être complet, de l'Assemblée nationale. Et maintenant, il reste qu'effectivement que la commission des lois constituée en commission d'enquête, celle du Sénat cette fois, qui va donc auditionner Benalla demain. Et effectivement, il y a peut-être des réponses importantes qui vont être apportées demain, ou peut-être pas. Hein. Je vous cache pas que Alexandre Benalla risque d'avoir été briefé par ses avocats en long, en large et en travers. Évidemment. Et pour dire le moins de bêtises possible, pour ne pas se contredire avec ce qu'il aurait pu dire en garde à vue notamment, parce que ça ferait tâche, parce qu'il faut savoir que, comme on vous l'a dit la semaine dernière, que s'il ment devant la commission d'enquête, il risque de mémoire 2 ans et ça c'était s'il ne se présente pas. S'il ment, je crois que c'est 2 ans et 75 000 € d'amende. Enfin, c'était quelque chose d'assez conséquent. Donc, mentir devant la commission d'enquête et ou mentir en garde à vue, et ou dire des choses qui se contredisent entre l'une et l'autre, c'est absolument pas une bonne idée. Donc il va être briefé, Alexandre Benalla, par ses avocats avant cette audition demain matin. Et tout l'enjeu, ça devait être de répondre aux questions qui ne rentrent pas dans le cadre de l'enquête judiciaire en cours. Tout à fait. Normalement, 5 ans et 75 000 €, nous dit Vélania. Merci beaucoup. Oui, tout l'enjeu. Normalement, la commission d'enquête n'a pas pour but d'empiéter sur l'enquête judiciaire qui a lieu par ailleurs. Et d'ailleurs, la commission d'enquête n'est pas une instance de jugement. Hein. La commission d'enquête a pour objet seulement de rendre un rapport qui permettra peut-être de faire des changements, des réorganisations dans la façon dont fonctionne l'Elysée ou pas, on verra. Et il y a aussi la question il ne pourra pas répondre aux questions qui relèvent de la sécurité du président, puisque c'est, comme c'est la sécurité du président, c'est classé secret défense. Tout à fait. Après, sécurité nationale, etc. Faut voir ce qu'il utilisera lui comme... à quelles occasions il utilisera cet argument-là pour éviter d'avoir à répondre. Mais il faut aussi, comme le souligne Khoury dit donc demain Benalla, je ne peux pas répondre. Comme tu le soulignes Khoury, effectivement, Alexandre Benalla est tout à fait aussi en mesure de dire je refuse de répondre. Macron aurait pu simplement dire c'était un collaborateur très proche depuis la campagne en assumant de l'avoir couvert sur une bêtise. Et comme on dit souvent, hein, en anglais, it's not the crime, it's the cover-up. C'est pas le crime, c'est le fait de l'avoir couvert qui génère l'affaire. Il aurait pu dire ça, politiquement ça reste quand même compliqué. Il a quand même l'air limité le garçon, on n'est pas à l'abri d'une gaffe. On parle de moi là ? Est-ce que Alexandre Benalla est limité? Je sais pas, il a été quand même collaborateur très proche de la présidence de la République. Je sais pas si on peut dire qu'il a l'air limité. Après, il a aussi été pris dans un ouragan du jour au lendemain, auquel il s'attendait sans doute pas. Donc, dans cette situation, je suis pas sûr que tout le monde serait prêt à répondre aux coups de boutoir qu'il y aurait affronté.
Limité en termes de com. Ah, c'est clair que s'il est seul et qu'il est plus soutenu par la majorité, En Marche, l'Élysée dans sa com, effectivement, il a l'air trop sanguin pour ce genre d'exercice. Effectivement, il a l'air sanguin pour certains exercices, oui, je crois qu'on peut le dire. Je pense que, mais donc oui, donc s'il est plus soutenu pour sa com par la majorité En Marche, c'est plus compliqué de s'improviser conseiller en communication si on ne l'est pas. Et si Benalla s'en prend à un député, je l'imagine sauter sur eux et les maraver comme un caïra demain. Alors déjà, il ne sera pas devant des députés, il sera devant des sénateurs. Donc il ne pourra pas s'en prendre à des députés. S'il s'en prend à des sénateurs, je doute que ce soit une bonne option, une bonne défense. Hein. Très clairement, je pense que de venir en costard-cravate au JT de TF1, effectivement, est une meilleure option de communication. Que de se jeter sur les sénateurs. Enfin bref, plein de sujets dont on pourra parler demain, puisque on commentera demain l'audition de Benalla s'il y a lieu. Il y a déjà eu un député LREM qui a frappé un autre député, effectivement, Majid Al-Garab, qui a donné un coup de casque à... C'était Boris Vallaud ? Non, pas Boris Vallaud, j'ai un trou de mémoire, mais j'ai un Boris en tête aussi. Un député PS. Boris Faure. Boris Faure, voilà, exactement, Boris Faure, merci. Qui n'a pas de lien avec Faure, Olivier Faure, merci, le premier secrétaire actuel du Parti Socialiste. Et ancien patron du groupe PS à l'Assemblée. Tout à fait, remplacé par Madame Rabault, Valérie Rabault. Bon voilà, alors j'espère que cette émission des questions au gouvernement vous a plu. Est-ce que vous voulez discuter un peu plus ou est-ce qu'on clôt l'émission? Qu'est-ce que t'en penses, Sylvain? J'ai un petit message de service. Vas-y. Nous sommes à 10 999 followers. Ah, et j'aime les chiffres ronds. Tout à fait, un 11 millième follower. Donc si 999 personnes pouvaient unfollow la chaîne. Ou c'est un autre choix, si quelqu'un pouvait nous donner un follow de plus, on serait sur un chiffre rond et Sylvain serait ravi. Ça me permettrait de passer une nuit plus agréable. Et tout à fait. Plus agréable demain matin pour l'audition de Benalla. Tout à fait. Et on a ce follow de Yiskana. Merci Yiskana. Et puisqu'on y est, je vais les dire. On dit pas les follow normalement, mais là je vais les préciser. Un autre follow de Naïsas, je ne sais pas comment ça se dit. Et toi François, comment ça a été tes premiers pas seul dans le bain? C'est un peu stressant, je vous avoue, mais bon, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Je sais pas trop quoi en dire. J'ai regardé le précédent stream et je vais regarder celui-ci, le revisionner pour voir, me faire des notes, essayer de voir ce qui va pas. J'aurai les retours de Sylvain, de Jean et de la communauté sur le Discord. N'hésitez pas, je suis sur le Discord. Si vous voulez discuter avec moi, je passe environ une ou deux fois par jour. Moi, comme Sylvain, vous savez qu'il est là tous les jours, mais d'en discuter avec vous. Et puis tant qu'à faire, tant qu'on y est, n'hésitez pas à partager, à liker, mettre des pouces bleus sur YouTube, abonnez-vous sur YouTube, followez et sub sur Twitch. Et surtout, comme on vous l'a dit, et ça c'est encore plus important, on a besoin de bénévoles pour nous aider à organiser les séances de QAG, merci. Donc on a besoin de petites mains pour nous aider et c'est très formateur. Si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur les députés, n'hésitez pas. Voilà, que dit le médecin pour Jean? C'est guérissable. Écoutez, le pronostic est réservé. Le pronostic vital n'est pas engagé pour autant qu'on sache. Je pense qu'on a peut-être reçu... Mais voilà. Le problème, c'est qu'il est en train de consulter dans mon hôpital, dans tout point d'hospital, et qu'il n'y a pas encore tout l'équipement nécessaire pour le soigner, donc c'est un peu le bordel. Et puis alors si c'est ta partie, voilà. Et envoyer des sioux à l'arc, tout à fait. Très belle référence au nul. Bon, on se dit au revoir. Ça vous va ? On se dit à demain matin. On se dit à demain matin, donc demain matin 8h30 pour l'audition d'Alexandre Benalla. Espérons en tout cas. Voilà, merci à tous. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Et merci à ceux qui ont préparé cette émission, les bénévoles. Alors j'ai pas les noms puisque mon ordinateur est mort, mais alors c'était Charles Maurice et Perceval 44 aujourd'hui. Charles Maurice et Perceval, merci beaucoup. Merci à vous deux qui sont sur le chat. Si vous voulez leur poser des questions, n'hésitez pas. On se retrouve sur le Discord et on se retrouve demain et dans les autres émissions d'Acropolis. À bientôt, ciao. Merci Sylvain.